moi je suis fait pour monter des PME de 5 millions, des petites boîtes. Parce que je suis pas assez exigeant vers moi-même. Et si tu me demandes on va rigoler ou on va travailler, d'abord je vais aller rigoler. Moi je trouve que l'imbécile est heureux. Si tu rentres le soir chez toi et que tu as envie de voir ta femme avec le smile, et tous les soirs, ça suffit en fait pour être heureux. Moi je suis marié depuis 33 ans, j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans. Moi je suis un gars du temps long, ouais. Et puis 2 mois après, ChatGPT arrive. Tu viens de racheter une boîte de contenu qui fait 70% de son chiffre d'affaires sur l'éditorial et tu te dis que c'est systémique et que c'est peut-être pas une bonne idée. C'est-à-dire que de toute façon, est-ce que tu préfères virer tout le monde et lâcher l'affaire ou te battre un minimum pour continuer de vivre et d'être heureux quoi. Tu te réveilles dans la gueule tous les matins et tu te couches dans la gueule, c'est chiant quand même. Il y en a eu pour 10 millions au lieu de 2. J'ai creusé un trou de 7 millions en l'espace d'une semaine dans ma boîte. Et là, t'es vraiment à poil et sans filet. Mon cher Thierry, ravi de te recevoir à mon micro. Merci Mathieu de m'accueillir. Fidèle auditeur en plus. Très fidèle auditeur depuis le premier jour et j'adore ces épisodes et j'adore tes invités, donc je suis très très flatté d'être là aujourd'hui. Bah écoute, j'adore me flatter moi-même, tu vois, je commence comme ça. T'as bien raison. Et en plus en ce moment on se voit tout le temps, alors on s'est vu beaucoup parce qu'on était au club Bootstrap ensemble. Exactement. Et puis là depuis quelques jours on s'est vu dans un club business dont on taira le nom, mais pour une soirée absolument horrible, chiante à mourir. Voilà, dans un grand hôtel où c'était méga guindé. On a bu du bon vin quand même. Ah, on a bu du très bon pinard, voilà. mais à part ça, c'était quand même... Enfin, je sais pas, toi t'en as pensé quoi? Tu trouves que c'était un peu... Je pense que c'est pas notre cam, de type de club et d'ambiance. Voilà, c'était trop guindé pour nous, je pense. Ouais, trop guindé pour nous, t'as raison. Exactement. Après, on s'est vu moins guindé puisqu'on s'est vu en slip hier avec Caroline Arditi. Exactement. Il va falloir qu'on fasse un deal avec Caroline parce que je fais de la pub à chaque épisode. Ouais, t'as bien raison. Et on a fait un bain glacé tous les deux dans de l'eau à 2 degrés et j'y ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie. Ouais, c'était génial. Ouais, c'était incroyable. Ouais, surtout la partie respiration qui à chaque fois est assez... ce que les gens ne savent pas sur ces soins de Wim Hof, donc c'est le Berlu qui a inventé la méthode d'aller se mettre dans le froid intense pour régénérer ses cellules et puis de manière générale s'en sentir plus vivant. C'est qu'en fait il y a toute une partie d'hyperoxygénation qui est liée à la respiration. Ouais, et c'est ça en fait qui te rend... et cette partie de respiration, elle est d'une puissance que j'ai vraiment pas beaucoup rencontré dans ma vie, et j'ai pas 20 ans, et je trouve que ça te rééquilibre quand tu as une pratique sportive, quand tu as une pratique intellectuelle, et on a quand même des rythmes de fou, et le froid, c'est l'aboutissement de cette méthode, je sais pas, une méthode j'imagine, et en tout cas moi elle me convient parfaitement. Ouais, c'est fou, et tellement fou d'ailleurs qu'ils sont partis faire... un plongeon, ils ont fait de l'apnée sous la glace. Ouais. Donc tu fais et donc le pitch était, je crois, il y a 8000 personnes qui ont monté l'Everest et il y en a moins de 100 qui ont fait 100 mètres sous la glace. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Raphaël qu'on embrasse aussi. Exactement. Raphaël Leclerc qui organise des expériences de fou et donc ouais, impressionnant. Ouais, c'était génial. Voilà, mais nous on n'a pas fait ça parce qu'on est trop heureux. Exactement. Bon Thierry, je te présente avant qu'on se lance dans le dur. Est-ce que je peux dire ton âge? Ah bah ouais, avec plaisir. Bah tu peux le dire parce que 56 ans. Ok, 56 ans, voilà, 56 ans, mais surtout 30 ans d'entrepreneuriat derrière toi, dont 20 sur ta boîte emblématique aujourd'hui qui s'appelle Digital Keys, qui est présente à Paris, à Saint-Nazaire et à Bordeaux. Exactement. Voilà, avec une quarantaine de collaborateurs pour un CA qui avoisine les 10 millions d'euros. Exactement. Donc voilà, c'est une boîte qui a traversé les époques, on peut le dire. C'est aussi de ça et qui est toujours up to date, j'espère. Qui est toujours carrément. Qui traverse cette époque encore aujourd'hui, évidemment. Ouais. Voilà. Et puis, mais c'est d'ailleurs ça dont on peut parler, parce que je trouve que tu es un entrepreneur du temps long par rapport à plein peut-être de boîtes ou de jeunes patrons pressés. Voilà. Donc tu es là depuis longtemps dans le business et tu vas y rester encore longtemps, j'espère. Et puis tu es surtout quelqu'un qui... alors tu vois, je t'ai dit quand on va faire l'épisode, j'aimerais bien qu'on l'appelle soit le Joël Dupuche de l'entrepreneuriat, soit l'entrepreneur le plus cool du monde. Pourquoi? Parce que t'es quelqu'un qui a toujours le smile, donc c'est toujours un plaisir de te côtoyer parce que tu dégages beaucoup d'énergie. Merci. Je sais que t'es quelqu'un quand même d'assez stressé, enfin on va en parler, tu vois, on peut parler aussi, je me suis noté sur les sujets un peu plus deep peut-être de peur du conflit, de comment on peut dépasser ça, malgré toute la bouteille que tu peux avoir, tu vois. Mais néanmoins tu dégages une énorme positivité. Je trouve que tu t'autorises aussi à chaque fois des pauses, un équilibre en fait personnel au sein de tout cet entrepreneuriat justement qui contribue au temps long, qui est inspirant.
Voilà, donc je trouve que ce sera un super épisode pour l'été, tu vois, pour les gens qui sont en train toujours de se dire, ah, je suis en retard, ah, mais je peux pas prendre de vacances, ah, mais je peux pas prendre de pause, ah, je peux pas faire quelque chose d'ambitieux. Que je suis toujours en retard. Alors oui, ça c'est vrai. Là, t'as pas été en retard. mais voilà, ça va être un épisode feel good et on va parler aussi de, voilà, j'ai envie qu'on parle de la vie, on parle du business, on parle de tes différentes boîtes aussi. Du bonheur. Du bonheur, on peut parler du bonheur effectivement. Ouais. Et puis du fait que tu t'autorises à lancer des projets un peu loufoques à côté parce que tu kiffes, comme chaussette.com. Attends, c'est pas Chaussette Online. Chaussette Online. Ouais, mais ça c'était en 2003, c'est une vieille histoire. Mais incroyable que tu peux nous raconter où ils vendaient des chaussettes, notre ami Thierry. Je les vends toujours. Et tu les vends toujours. Et puis Canard et compagnie, ta boîte de com qui est Bicorp aujourd'hui. Exactement. Donc de création de contenu en tout cas. Voilà, plein de sujets. J'espère que ça vous a alléché d'entendre cette intro de Thierry qui a déjà le smile. Voilà, vous ne pouvez pas le voir, mais il rigole. Je suis pas là pour faire la gueule. Ils attendent tellement les gens. Putain, il va nous transcender. Qu'est-ce que tu en penses de cette intro? Ouais, je trouve ça va très bien. Ça donne le smile, ça donne envie de parler. Et voilà, je sais pas. Bon, je suis content. Alors écoute, je te pose la première question. C'est quand, la dernière fois, mon cher Thierry, que tu t'es senti à poil et sans filet? Et écoute, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai potentiellement 3 réponses. 2 professionnelles et 1 perso. Mais comme choisir, c'est préférer. Je vais préférer parler de la dernière. Donc, comme tu le disais dans la présentation, moi, j'ai toujours créé des entreprises depuis tout petit. Puisque j'ai pas fait de longues études, on pourra en parler un petit peu parce que je trouve important d'en parler pour les générations plus jeunes. Il y a 3 ans, j'ai décidé de racheter un partenaire, un fournisseur qui s'appelle Canard et compagnie, donc qui est un studio de production de contenu spécialisé dans l'éditorial et la vidéo, qui était un partenaire et un fournisseur de Digital Keys. Donc ça avait du sens pour apporter toute la chaîne de valeur à nos clients, de la prod de contenu jusqu'aux médias et de la data, donc c'était très logique. Le gros smile, moi j'ai jamais racheté de boîte, donc c'est quand même de l'argent, c'est beaucoup d'énergie, de l'intégration, même si c'était une petite équipe, c'est 10 collaborateurs, on était en plein process Bicorp, je rachète, super nouvelle, Bicorp nous dit c'est bon, on y va, ça récompense 3 ans de travail à des précédents et de moi-même. Et puis 2 mois après, un poil et sans filet, ChatGPT arrive. Et là, tu viens de racheter une boîte de contenu qui fait 70% de son chiffre d'affaires sur l'éditorial et tu te dis que c'est systémique et que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais que c'est trop tard, c'est fini, le deal est fini et j'ai des gens avec moi et très sincèrement, là, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment face au vide. Heureusement, plusieurs centaines de milliers d'euros, j'imagine. Ouais. Et heureusement, grâce à toi, Mathieu, et grâce au Club Bootstrap, j'ai été coaché par Loïc Boutet, que tu connais bien, et Louis, sur l'IA depuis 1 an. Donc on se voyait régulièrement de façon assez informelle, mais on parlait beaucoup d'IA. Et moi, je me disais, c'est quand même un truc absolument incroyable qui est en train d'arriver. À mon âge, pour moi, c'est l'invention de l'électricité, ce truc. Et donc, je me suis engouffré dedans. Et rapidement, la réflexion, si tu veux, c'est de dire, moi, j'ai toujours fait des boîtes de services. Et dans nos boîtes de services, on utilise beaucoup d'outils, notamment dans le média, dans la data, énormément d'outils. Moi, j'ai un gros passé dans le CRM également, donc les outils, la segmentation des bases de données et tout. Donc, j'ai toujours utilisé des outils dans ma vie. J'en ai jamais développé, moi. J'ai toujours utilisé les meilleurs outils du marché disponibles. Et puis finalement, je me suis dit, l'IA, c'est juste un nouvel outil qui est super puissant, qu'il faut savoir dompter, maîtriser. Parce que l'IA, très rapidement, nos clients nous ont dit, donc c'est gratuit, c'est pas cher. Et l'IA, finalement, en tout cas sur de la prod de contenu, c'est la médiocrité absolue, parce que, vu que c'est une suite juste logique, c'est du 0 et du 1, une IA, ça va te donner la meilleure réponse moyenne. Donc en fait, ça te fait, avec un prompt de 2 minutes, ça te fait un 12 sur 20. Et en fait, les gens sont... c'est cool, 12, ça me suffit. Et donc, on voit que les marques, de plus en plus, sont en train de réduire leur discours, réduire leur qualité. Alors que nous, on avait une agence, et on a toujours une agence positionnée très premium. Et donc, l'IA, on s'est vraiment rendu compte qu'avec les humains que j'avais, plus ce nouvel outil ultra puissant, à partir du moment où on fait l'effort nécessaire de bien l'utiliser, on peut upgrader la qualité,
Donc ça, c'était la première promesse qui m'a fait sortir de ma torpeur. Et la seconde, c'est la quantité. Parce que nous, dans le média, on a besoin de beaucoup de déclinaisons aujourd'hui de formats images ou textuels pour aller sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, etc. etc. Et puis ça permet de décliner avec une qualité équivalente, beaucoup de formats et d'aller plus vite. Et donc de toujours répondre à ma mission de prestataire de service. Et un prestataire de service, c'est tout simplement, tu as un besoin, je te rends service. Tant que je te rends service, on bosse ensemble et ça dure longtemps, quoi. Mais ça a été, j'ai eu 2 mois de grandes, 2-3 mois de très grandes interrogations. Tu t'es dit, je vais devoir virer tout le monde, ça va planter? Non, parce que je veux pas virer les gens, moi, et j'avais pas déjà investi, mais pour trouver le bon raisonnement et la bonne solution à comment on aborde ce nouvel outil qui est quand même terrorisant. Aujourd'hui, on a monté un outil avec Loïc. Donc en back-office, on n'a pas monté un SaaS, mais en back-office, on a l'équivalent d'un SaaS qui nous aide à produire du contenu pour nos clients. On le dit à nos clients, on forme nos clients à l'IA. Donc on est hyper transparent sur notre démarche par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils. Et malgré ce grand stress, c'est bien d'être dans la difficulté parce que ça te permet... En fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'agir très très vite. Tu es obligé de réfléchir quand même un peu plus vite que d'habitude. Et on a dû aller très très vite quand même. Ce qui est intéressant dans ton histoire, en tout cas, c'est que j'imagine que ce n'est pas la première crise que tu traverses, vu que ça fait 20 ans que tu fais Magical Keys et 30 dans l'entrepreneuriat. Donc, comment tu fais, tu vois, c'est quoi ta façon d'aborder les moments où, comme ça, tu te dis, il y a un shift dans le business, il y a un shift et c'est menaçant pour moi, c'est menaçant pour... Alors, celle-là était particulièrement menaçante parce que c'était l'inconnu, c'était une nouveauté en plus. Donc, toutes mes certitudes du vieux gars qui entreprend depuis 30 ans, et c'est tout le problème des personnes âgées. Hein, c'est que, tu te considères une personne âgée? Non, mais tu vois les vieux, c'est des vieux cons parce qu'ils ont que des certitudes, parce qu'on a vécu tellement, comme tu dis, de crises ou de sujets RH, ou de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, de coups de fil client, de crises, de tout ce que tu veux, parce qu'au bout d'un moment, tu as une forme de... Ouais, je trouve que tu deviens un peu con par rapport à ça. Tu as une forme de certitude en disant, bon, bah, de toute façon, je sais très bien comment ça va se terminer, cette histoire. Là, dans le cas présent, l'arrivée, suite à un rachat, l'arrivée d'un nouvel outil qui change tout le temps, tous les jours, depuis 2 ans et demi, qui va à une vitesse qui est fulgurante, je ne pouvais pas me réfugier derrière mes certitudes ou ma zone de confort. Après, les autres crises que j'ai connues, les grosses, les graves, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu n'as pas le choix, donc tu es obligé d'agir. Moi, alors, vas-y, enchaîne sur ton deuxième après les enfiler. Encore une fois, choisir ses préférés. C'est-à-dire que de toute façon, est-ce que tu préfères virer tout le monde et lâcher l'affaire, ou te battre un minimum pour continuer de vivre et d'être heureux, quoi. C'est important. Tu te réveilles en faisant la gueule tous les matins et tu te couches en faisant la gueule, c'est chiant quand même. Ça devient d'où, toi, cet éternel optimisme qui te sert dans le business? Les amis, 2 secondes. Il y a des clubs d'entrepreneurs qui se lancent tous les jours ou presque sur LinkedIn. Mais ceux qui durent depuis plus de 10 ans, ce sont ceux qui sont incarnés. C'est le cas du Kite & Connect, incarné par mon ami Laurent Witt, qui est un entrepreneur passionné par le kite et la foil, qui réunit tous les entrepreneurs présents dans son club, le Kite & Connect, mais aussi un entrepreneur un peu fou, parce qu'il est capable de créer des événements incroyables comme le B2B Kite Summit, qui se déroule fin septembre à Darla au Maroc avec plus de 300 participants dirigeants et dirigeantes qui vont faire du kite et faire du business en même temps. Il a inventé notamment la Sunrise Party. Imaginez-vous à 5h du matin grimper une montagne tout en haut. Vous allez faire la teuf avec un DJ set, vue sur la mer, attendre le lever du soleil jusqu'à 7h, faire une prière tous ensemble pour ensuite démarrer sa journée. Donc allez-y. Et surtout, le club d'entrepreneurs Kite & Connect, c'est plus de 500 membres actifs, 50 événements par an. Donc si vous avez besoin de soutien entre pairs et à faire du business, il y a plus de 250 millions d'euros générés entre les membres. Donc foncez, allez voir Laurent Witt et le Kite & Connect. Ben moi, je pense que c'est dans mon caractère, c'est dans mon ADN. Donc, pour l'illustrer, moi, j'étais comme ça petit. J'ai toujours je préfère me marrer que tout le reste, que travailler, que je préfère me marrer. C'est sûr. Donc, sinon, je pense que... d'ailleurs, tu le dis dans un de tes épisodes, moi, je suis fait pour monter des PME de 5 millions, des petites boîtes.
Je suis pas fait pour parce que je suis pas assez exigeant envers moi-même. Et si tu me demandes, on va rigoler ou on va travailler, bah, je vais choisir. D'abord, je vais aller rigoler. Ce qui veut pas dire que je travaille pas, J'adore. mais je vais toujours préférer cette voie-là, je pense. Sauf quand vraiment j'ai pas le choix. Et donc moi, quand j'étais petit, en fait, j'ai pas mon bac, j'ai fait vraiment des très très mauvaises études. Je me suis bien débrouillé à la fin, mais dès la primaire, en fait, je rentrais à la maison et quand mon père était là, je sifflotais, il me disait ça va, ça passé une bonne journée. Je dis ouais super et tout. Et t'as eu des bonnes notes? Je dis bah non, j'ai encore eu 0 en français. Je suis un peu dyslexique, on s'en fiche, mais quand t'es mauvais en français, en fait t'es mauvais dans toutes les autres matières. À l'époque, parce qu'il faut rédiger, donc tu es mauvais dans les langues étrangères parce que tu sais pas les apprendre. Donc en fait, c'est un marqueur important. On parle souvent des maths en France, mais le français, c'est un gros, gros marqueur, je trouve. Quand tu commences à bosser, c'est l'enfer quand tu fais des fautes d'orthographe, tu te fais engueuler tout le temps. Donc moi, ça Puis m'a... à l'époque, je pense que la dyslexie, c'était Ouais, et puis... même pas considéré, quoi. Mais moi, je m'en fous, quoi. C'était comme ça. C'est juste un cancre qui fait pas d'effort, quoi. Et puis, bah, vu que je souriais, les profs m'aimaient bien, mais j'avais des très mauvaises notes. Donc j'ai redoublé ma 6e, j'ai redoublé ma 5e. Donc toi, mes parents, orienté en 5e, CAP, je crois, c'est CAP de, je sais pas, de mécanique, je crois. Ils voulaient. Heureusement, je suis bien né. Donc là, tes parents se battent un peu en disant non, mais il va quand même passer en 4e, le petit. 4e, note de merde. 3e, orienté BEP, compta, je crois. Commerce, commerce, c'est pas mal. Et là, pareil, t'es bien né, tu fais un lycée privé. Et puis, bah, de fil en aiguille, tu t'en sors. Et moi, j'ai jamais perdu le smile avec toutes ces périodes-là, quoi. Ah ouais. Et jamais, jamais. Je suis même parti de Montfait en terminale, je crois. Ouais, c'est en terminale, première terminale. Je suis parti en internat en me disant, faut qu'on m'enferme pour que je puisse travailler et avoir mon bac. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé en internat. Et du coup, t'as pas travaillé. Mais j'ai eu 6 de moyenne au bac, même pas de rattrapage, rien. Ah Et ouais. seconde fois, pareil. Ah ouais, C'était non, une mais- époque où le bac, c'était un peu plus difficile qu'aujourd'hui, quand même. Ouais, pas beaucoup. Franchement, non, non. J'étais Ah, un donc énorme, ça, c'est j'étais un une énorme légende. branleur. Non, non, j'étais un énorme branleur. Ok. Ah, je suis. Et, J'adore. Je crois qu'on va se marrer dans cet comme épisode. dit mon avocat, il m'a dit un jour, au bout de, je sais pas, j'avais 25 ans, 27 ans, j'avais un problème, mais bon, bref, et j'avais un avocat en ligne, donc un copain, et je suis genre, j'en ai marre, je bosse beaucoup, hein. Et il me dit, ça va, t'as 20 ans de retard. J'ai trouvé que cette phrase était marrante. Genre, t'as rien foutu pendant 20 ans, tu peux quand même bosser un peu plus maintenant. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est un marqueur, et je pense que, pour répondre à ta question, t'es comme ça, et moi, je trouve T'as que... grandi où exactement? J'ai grandi à Jouan-Josas. À En Juin, région, en région, là où ils sont ouais, implantés HEC. Je connais Donc, bien en plus, HEC, c'est vraiment un mais- pied de nez, quoi, de ouf. Mais je faisais le mur par le bois pour aller voir les filles, mais j'ai pas fait d'études Ok, là-bas. ok. Par Incroyable. contre, je travaille pour HEC Alumni maintenant. Je travaille pour beaucoup de grandes écoles en fait, aujourd'hui chez Digital Keys, et je donne des cours dans les grandes écoles. J'en ai donné pendant 10 ans, notamment à l'ESCP, et un peu à Sciences Po et tout, et c'est une fierté absolument incroyable quand tu arrives et j'envoie à chaque fois à ma mère la photo en disant bah regarde, je suis là aujourd'hui. C'est génial. J'adore. Est-ce que c'est une... Est-ce que ta façon d'entreprendre est une forme de revanche sur ce parcours académique assez chaotique? Ou est-ce que... non, en fait... que Non, c'est- tu alors, vois, c'est- pour comment tu faire- l'expliques? pour faire Comment- vite, À moi, j'ai quel eu moment la tu t'es dit, chance. je suis devenu... À quel moment tu t'es dit, je veux devenir entrepreneur? Quel lien tu fais, en En fait? fait, j'ai quand même réussi à faire les FAP, qui est une école de communication, et on est toujours en stage. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Alain Fachin, qui venait de monter sa boîte. Donc j'étais son stagiaire. On faisait de la vente par correspondance à l'époque. Et j'ai kiffé ce métier de marketing direct, quoi. C'est encore un métier qui existe, hein, qu'on n'en parle plus, mais c'est un gros, gros métier. Marketing direct, c'est Tupperware, quoi. C'est la vente à domicile. Non, c'est pas la vente à domicile, ventes c'est en la réunion. redoute. C'est t'envoies des mailings dans ta boîte aux lettres Ah, ok. pour que tu puisses commander des produits, tu es sur des catalogues, etc. Donc déjà les bases de données, déjà la segmentation, les comportements des consommateurs, déjà au cœur de mon business. Et j'étais stagiaire avec lui et je lui ai demandé de m'associer avec lui. Donc c'était mon premier acte et j'avais 23 ans, je pense. Donc, j'ai mis du blé dans une boîte et j'ai mis à peu près toutes mes économies, quoi. Et après, je suis resté 1 an salarié, même pas 9 mois, je crois. Et l'équipe était super, quoi. Il n'y avait pas de sujet RH, de hiérarchie et tout, mais ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Là, il y a l'environnement, oui, quand même la hiérarchie, le fait d'avoir assez peu de liberté, d'être cantonné dans un petit bureau. À l'époque, on avait des bureaux individuels et je faisais la vente par correspondance et c'était mon job, c'était de faire ça et pas autre chose.
Et je trouvais que ça manquait de curiosité, ça manquait ça me convenait pas. Donc j'ai démissionné, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de RC. Et puis parce que ça, on se posait pas la question. Et je me suis jeté dans le vide, poil et sans filet. Je venais de prendre un appart qui me coûtait je sais plus combien. Et j'avais 3 mois de loyer devant moi, quoi. Et j'avais pas un client. Et j'avais à peine le début d'une idée de monter un business. Et j'ai fait de l'objet publicitaire. Et puis je suis arrivé là-dessus. Voilà. Donc, mais sincèrement, sans aucun doute. Après, tu as 23 piges, tu as juste un loyer. J'étais pas marié à l'époque. Ouais, j'étais quasi marié, mais ouais, j'étais presque marié quand même. Mais je me suis jamais posé la question, en fait. En même temps, il faut une certaine forme d'estime de soi ou une certaine forme de culot pour aller oser dire merde d'abord au système scolaire. Et, parce que c'est un peu ce que tu as fait finalement, tu vois, c'est de dire de façon répétée, même en terminale, allez, je pars, je fais autre chose. Même à l'internat, bon, en fait, je suis censé travailler, mais en fait, je m'en fiche, je fais ma vie, tu vois. Tu vois, j'ai choisi. Bah ouais, j'ai choisi. Et puis là, je me lance à poil et j'ai confiance dans la vie. Et les carcans du salariat, ça me plaît pas non plus, comme peut-être, je sais pas, le système scolaire. C'est Ouais, puis j'avais cette en fait. intuition, je pense que c'était bien. C'était pas très difficile déjà à l'époque de monter une boîte. Moi, j'ai jamais aimé le discours, c'est très compliqué en France de monter des boîtes. Déjà à l'époque, c'était assez simple. Il fallait mettre un capital, quoi. Comme aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué, mais c'était. En fait, il n'y avait pas Internet, quoi, c'est tout. Ouais, mais même si tu ne peux pas faire l'effort de monter une boîte en y passant 4 heures, si t'as pas les moyens de prendre un intermédiaire et d'aller au greffe déposer tes statuts, bah entreprends pas, hein. Si t'es pas capable de cet effort-là, donc voilà. Moi, je trouve qu'il faut quand même un minimum d'effort pour entreprendre. Après, la première boîte que j'ai montée, c'était une agence dans le domaine du marketing et de la promotion des ventes. Donc, on vendait des OP de promo, notamment à l'industrie agroalimentaire. Et c'était parfaitement empirique. Moi, j'avais pas lu de bouquin sur le management, j'avais rien lu, quoi. Et on a fait des ventes, j'ai embauché un gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, 5 gars. Et ça s'est fait naturellement, avec toujours cette envie de dire, faut qu'on progresse, mais pas trop. Il faut qu'on soit de bonne humeur tous les jours. Ça veut pas dire qu'on se marre, parce que c'est pas quand tu bosses, tu rigoles pas H24, mais qu'on essaie de bosser dans de bonnes conditions. C'était un peu la ligne directrice. Elle est devenue quoi cette boîte? Alors, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Donc moi, j'avais une boîte de promo qui vendait des opérations clés en main à des industriels. Vu que je venais de la vente par correspondance, faut juste suivre 2 secondes. Quand tu fais une opération de promotion des ventes, par exemple, si tu achètes 2 packs de Coca-Cola, tu m'envoies les 2 preuves d'achat et tu reçois un petit cadeau. Une montre, par exemple. À l'époque, ça se faisait beaucoup, ça se fait toujours beaucoup. L'annonceur, il devait acheter des montres, les stocker, faire la logistique en fonction des demandes et surtout estimer combien il allait avoir de demandes. Et ça, moi, je l'avais modélisé à l'époque. Aucune agence le modélisait et j'allais voir les annonceurs en leur disant, vous n'êtes pas là pour économiser votre budget, vous êtes là pour le dépenser à sa juste valeur. Donnez-moi vos briefs et moi, je vous le forfaitise. Donc j'achetais les montres, je faisais la logistique et j'avais un partenariat avec un assureur qui assurait l'opération et je leur disais, c'est bon, pour 200 000, je vous fais l'OP, quoi qu'il. Et donc moi, mon modèle économique était ultra risqué parce que en dessous de ma prévision, je gagnais beaucoup d'argent. À ma prévision, je gagnais un peu d'argent. Au-dessus de la prévision, j'en perdais pas tant que l'assurance compensait. Et au-dessus de l'assurance, ce qui était possible parce que c'est capé, je perdais de l'argent. Et je fais ça, je crée ça, je pense, en 95, c'est pas très grave dans l'histoire. La boîte progresse gentiment toujours, moi je suis un flemmard. Et on arrive en 2001, je fais 2 millions de chiffre d'affaires, et là je signe un deal à 2 millions. Donc je sais que l'année d'après, déjà je démarre l'année avec 2, et je sais que l'année d'après je vais faire 6 millions. Donc là on est en bonne croissance. Toujours à peu près avec le même nombre de personnes. On était 6 ou 7, je pense, à l'époque. Et donc, on arrive sur l'histoire que je Et là, comprends. là je me dis, c'est cool, quoi. C'est cool, là, on est bien. On a déjà fait notre année. En plus, on avait 1 an d'avance de visibilité, ce qui est rare en 2025. C'est vraiment cool. Et je vends une opération à Tefal, donc toujours avec mon modèle. C'est quoi vos prévisions? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Donc, pour modéliser mes estimations. Et là, c'était pour la Chandeleur, 2 poêles achetées, 1 poêle offerte. Donc on remboursait une poêle. Donc il fallait envoyer tes preuves d'achat et on te remboursait, je ne sais plus combien, beaucoup d'argent, 30
30 euros. Tout se faisait par correspondance, c'est-à-dire que tu envoyais des chèques. T'envoyais tes preuves d'achat et on renvoyait des chèques. Il y avait des logisticiens. Il y avait des logisticiens. Déjà, moi j'ai la flemme de le faire quand il s'agit de remplir un remboursement attention sur Internet, à l'histoire. Alors là... Et donc dans cette boîte, mon logisticien m'appelle. C'était horrible ce coup de fil parce qu'il m'appelle, il me dit ouais, je pars déjeuner là, mais en partant déjeuner, j'ai vu plusieurs sacs postaux arriver par le camion, c'est beaucoup plus que d'habitude. Donc lui, il a tous ses clients, hein, mais il me dit c'est quand même beaucoup plus. Est-ce que ton OP, Stéphane, elle a été lancée? Je dis ouais, elle a été lancée, bien sûr. Il dit ok, bah, je vais déjeuner et je te rappelle. Donc moi, je commence à avoir mon dos qui frétille et l'instinct. Parce que tu te dis quoi à ce moment-là? Bah, y a beaucoup de demandes de remboursement des consommateurs. Ah. Beaucoup plus que ce que j'avais estimé. Et la réalité, c'est que il y en a eu pour 10 millions au lieu de 2. Donc 10 millions d'euros de remboursement. j'ai creusé un trou de 7 millions en l'espace d'une semaine dans ma boîte. Donc je faisais 6 millions de chiffre d'affaires. Et si j'avais été au bout de l'histoire, bah évidemment, je serais parti en liquide immédiatement. Mais si j'avais été au bout de l'histoire, j'aurais fait un résultat, un EBITDA de moins 7 millions. Mais attends, t'avais dit 2, 10, donc 8, moins 8, non, carrément même. Hein? Ouais, ou moins 8, quoi. Moi, de toute façon, c'était même plus un sujet, quoi. Ouais, d'accord. Et là, t'es vraiment à poil et sans filet. Mais comment t'as arrêté l'hémorragie? Bah, et là, t'es vraiment à poil et sans filet parce que, bah, déjà, bon, tout ce que t'as construit, tu sais que c'est fini. Donc, la trésor que j'avais d'avance, tu sais que tout est fini. Et en une semaine. Et tu vois le truc monter. En fait, dès le premier jour, je le savais, mais au bout le vendredi, t'es mort. Donc pareil, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mathieu. Bah, soit t'arrêtes. J'aurais pu aller directement au tribunal, liquidation, fin de l'histoire, et je ne m'embêtais pas. Deuxième truc, tu dis c'est tellement injuste, parce qu'en fait, Tefal m'avait menti à l'époque. J'ai rien contre Tefal. La personne et l'agence avec qui on travaillait là-dessus m'avaient pas donné les vrais chiffres, donc mes prévisions étaient fausses. Ce qui m'a sauvé derrière. Donc c'est parfaitement injuste. Et puis on avait une super équipe, on avait une super traction. Moi, j'avais pas du tout envie d'aller au tribunal. Et là, les conseils de un peu tes associés, de ton entourage au global, bah, c'est juste un conseil de débilos. Paye pas. Paye pas, c'est pas une solution, quoi. Paye pas, t'as un contrat, t'as des consommateurs qui râlent parce qu'ils n'ont pas reçu leur remboursement, donc tu dois agir. Tu peux pas faire juste, je paye pas, je me cache derrière mon petit doigt et puis j'attends que ça se passe, quoi. Et écoute, c'est mon meilleur pote qui m'a donné, je pense, un excellent conseil, même pas un excellent conseil, le conseil. Lui, il était juriste à l'époque en entreprise. Et il m'a dit, s'il arrivait à cette histoire-là, faut que tu viennes me voir et que tu me dises toute la vérité, rien que la vérité. Tu expliques que tu peux pas payer, mais pourquoi, que tu es honnête, et tu expliques absolument tout. Et donc, bah, tu me connais, je suis assez transparent en général. Et donc, j'ai pris ma voiture. J'ai été près d'Annecy, là, chez le groupe Tefal Sèvres. J'ai été voir le directeur marketing qui n'arrêtait pas de me dire Monsieur Decroix, faut payer, faut payer, faut payer. Et à ce rendez-vous, il y avait le secrétaire général quand même du groupe. Donc, t'imagines, ça s'était remonté vraiment très, très haut, mon histoire. Et le secrétaire général était un ancien DAF. Donc, je lui ai expliqué. Il a compris en 1 minute. Il a regardé le directeur marketing en disant « 1, tu as contracté un deal à 2 millions avec une boîte qui faisait 2 millions. Tu es un grand malade. 2, il ne l'a pas dit comme ça, mais en plus, tu n'as pas dit toute la vérité. Donc, tu vas sortir de ce bureau, tu vas aller annuler les campagnes télé à venir et on va trouver une solution pour payer. Parce que les consommateurs, eux, ils ne connaissent pas Thierry Decroix, ils connaissent Tefal. Donc, il faut bien les rembourser s'il n'y a pas d'autre voie, tu vois. Donc, et moi, j'ai été parfaitement honnête. J'ai dit, je peux bonifier entre ce que je vous ai déjà facturé, plus l'assurance, plus la trésor que j'ai d'avance. Je peux aller jusqu'à, je ne sais plus combien, mais en tout cas, je me mettais à poil. Mais au moins, j'étais honnête et droit dans mes bottes. Et puis surtout, tu liquidais pas? Je liquidais pas. Eux ont compensé l'autre partie. Et vu qu'il y a prescription, je peux le dire. Et ben, tu sais quoi, Mathieu, comme quoi, il faut parfois être résilient. Cette année-là, j'ai gagné de l'argent. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai gagné 700 000 euros. Ah, quand même? Ouais. Parce que t'aurais fait une année de malade. Parce qu'on a réussi avec un conseil. Il y avait un point technique, je ne vais pas le développer ici, mais il y avait un point technique sur de la fiscalité que j'avais mal géré.
Et donc, comptablement, on a redressé de 700 000 euros. Donc, je devais finir à 0, j'ai fini à 700 et la boîte, je l'ai vendue. Direct, l'année d'après, je l'ai vendue. Tu t'es dit, il faut pas. C'est bon, je l'ai vendue et la boîte a survécu. Donc, ça, c'était en 2003. Et la boîte a survécu jusqu'en 2013. Ouais. Et je n'ai pas toute l'histoire, mais elle a duré donc 20 ans. Et après, elle est partie, elle s'est arrêtée. Je sais pas, je connais pas la fin de l'histoire. Ouais, ça fait penser à. Je sais pas si tu regardes The Office avec Michael Scott, le fameux. Et tu sais, quand il fait une opération Golden Ticket, comme il se prend pour Willy Wonka, et donc il cache des tickets d'or. Il est censé en mettre un dans toutes ses palettes de. C'est une Dunder Mifflin, c'est une boîte d'imprimerie qui arrive au 21e siècle et donc qui va mourir. Et c'est toute la vie de bureau un peu pathétique de ces Américains. C'est incroyable. Moi, c'est ma série préférée ever. C'est marrant, Ça va mourir. Et donc, ce patron qui se prend pour Willy Wonka, il cache un Golden Ticket. Sauf qu'en fait, il s'est gouré, il en a imprimé beaucoup plus. Il en a mis dans chaque palette. Dans chaque palette, ouais. Et donc, le prix pour celui qui trouvait ça, c'est 1 an d'abonnement gratos. Et donc, il se retrouve avec et donc c'est pareil, la boîte va couler. Donc, ils sont obligés de tout rattraper. C'est un épisode qu'il faut regarder, ça mourir. Et je pense que ça arrive plus fréquemment qu'on pense. Ce genre d'erreur un peu monumentale qui peut te mettre ta boîte à plat. En tout cas, je pense que chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a des histoires cachées, en tout cas, parce qu'on raconte toujours, même la fulgurance de certaines boîtes et tout. Quand tu connais bien les boîtes, il y a souvent des vraies histoires, des moments très complexes. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis, toi? Parce que tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, ce qui me marque en tout cas, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent oh, bah là, c'est la catastrophe, je vais tout lâcher. Ou alors qui vont nourrir un sentiment de culpabilité énorme, ou qui vont juste qui vont pas arriver à dealer, tu vois. Toi, qu'est-ce qui fait, comment ça se passe pour toi? T'es très stressé, tu gardes ton sang-froid après, enfin tu vois, comment tu gères ces moments-là? Tu dis que c'est pas si grave, c'est que du business? Ouais, je pense que ça dépend des époques dans ta vie. Quand tu entreprends à 20, 30, 40, 50, c'est pas la même. Étonnamment, je pense que c'est plus difficile quand tu vieillis parce que tu es un peu arrivé. Donc tu joues plus jeune, je trouve que tu as quand même un peu de trucs à te prouver ou à prouver aux autres indirectement, même si moi ça m'intéresse pas trop. Plus tu vieillis, plus tu te dis j'ai pas entrepris pendant 30 ans pour me vautrer à un moment donné, quoi. Après ça s'anticipe, je trouve. Quand tu as une bonne équipe, quand tu as un bon collectif, quand tu as des bons experts, quoi, des gens avec qui tu travailles, quand ils sont bons, quand ils sont engagés, quand tu arrives à garder cette envie, tu vois, il faut que les gens ils aient envie de bosser avec toi, au-delà du métier que tu fais. Il faut qu'ils aient vraiment envie et le matin ils se disent j'ai envie de bosser, pas que pour moi, hein, pour la boîte, pour mon collègue, j'ai envie de le voir ce matin et pas l'inverse. Tout le débat en ce moment sur le télétravail, nous on était en télétravail libre avant le Covid, il n'empêche que quand les gens ne se voient plus, que tu peux être pour le télétravail ou contre, quand tu vois plus les gens, quand tu n'as plus d'interaction sociale physique, tu perds de ce collectif. Moi je trouve qu'on perd en efficacité. Donc moi je laisse toujours cette liberté-là, même si parfois ça me perturbe. On a un télétravail en plus qui est très différent en fonction de nos bureaux. On a beaucoup de télétravail à Paris pour plein de sujets, notamment de transport, et puis même d'habitude des individus. On n'a quasiment pas de télétravail à Bordeaux. Et il y en a qui, alors sauf ceux qui habitent un peu loin, mais globalement, ils préfèrent se voir et prendre leur vélo et venir. Saint-Nazaire, c'est un mix, mais pareil, en région, ils préfèrent quand même être au bureau, alors qu'ils ont un habitat qui est souvent supérieur et plus qualitatif, entre guillemets, au moins en termes de place qu'à Paris, où il y a quand même pas mal qui sont dans des petits studios ou des petits apparts. En tout cas, pour passer ces crises-là, si tu n'as pas ce collectif, c'est compliqué. Parce que quand tu es face à ces situations, mes 2 enseignements, c'est que tu es quand même... l'histoire de Tefal, j'étais vraiment tout seul. Là, j'ai fait le vide autour de moi, je pense que le problème était trop gros. Autant, à l'arrivée de l'IA, on n'avait pas besoin d'agir dans la semaine, c'était pas une vie de mort. Oui, c'est un problème systémique. Là, toute l'équipe était autour de moi, les anciens fondateurs. Donc, moi, j'avais mon stress personnel qui était très orienté sur mon investissement financier et l'avenir de la boîte. Mais autant, j'étais accompagné, très clairement. Donc, chaque situation est différente, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant, en tout cas, je reviens sur cette...
Tu vois, c'est pas mal que tu dises que, effectivement, au bout d'un moment, t'as peut-être une peur de perdre qui s'installe quand tu es entrepreneur. En fait, de préserver, c'est comme les gens qui deviennent riches, tu vois, et qui du coup à la fin ont peur de tout perdre du jour au lendemain. Alors que quand ils avaient rien, ils avaient rien à perdre, donc ils sont là, j'ai qu'une envie, c'est Non, mais de c'est gagner même le pas... monde, c'est de faire tu vois, de tout faire, quoi. C'est pas rien à perdre. Parce que quand t'es jeune, ouais, ok, t'as rien à perdre, t'es un peu foufou, mais ça dure pas très longtemps. Tu vois, moi, rapidement, je me suis marié. Donc, rapidement, j'avais quand même... on a fait des enfants, quoi. Donc, rapidement, en fait, t'as pas le choix, je trouve. Donc, si t'as choisi d'être entrepreneur de façon libre, la liberté, chez moi, est ultra importante. Donc, t'es libre de le faire. En fait, tu dois réussir à te payer pour faire vivre tout le monde. Ma femme travaille, hein, c'est pas moi qui suis, je suis pas le vieux daron, mais voilà, faut qu'on puisse vivre au niveau où nous on trouve que c'est cool. Donc quand tu entreprends, c'est quand même toi qui mets justement cet objectif. Je trouve, tu peux quand même te le fixer. Mais je trouve que cette période-là, elle est facile parce que t'as pas le choix. Tes enfants sont petits, de toutes les façons, il faut que ça avance, faut qu'on parte en vacances, donc faut que ton business soit suffisant pour vivre au niveau où tu l'as décidé. En effet, Mathieu, quand tu as fait quelques opérations, tu as vendu des boîtes, tu as un peu plus de cash, tu as acheté ta maison, donc finalement, tu pourrais dire que tu es vachement plus serein face à l'argent. Moi, je trouve pas du tout. Parce que justement, tu as ce côté picsou, quoi. Et j'ai pas envie de perdre ce que j'ai déjà construit. On sait, nous, en tant qu'entrepreneurs, salut Manu, qu'on n'a pas de retraite. Alors, si tu gagnes beaucoup d'argent, il y a plein de complémentaires et tout, mais quand tu as eu des revenus modestes, il n'y en a pas. Donc, si tu vends ta boîte, c'est ta retraite en réalité. Parce que tout le monde ne vend pas sa boîte 20 millions d'euros. Hein. Donc, c'est ta retraite que tu as eue. Moi, à chaque fois que j'ai vendu une boîte, j'ai divisé le nombre d'années où j'ai été actif dans cette boîte ou actionnaire dans cette boîte pour me dire, ça donne quel salaire si j'avais été salarié. Ça fait des salaires de cadre sup, ça fait pas beaucoup plus, hein. Dans mon cas, hein. Oui, sauf si tu vends des dizaines de millions d'euros, mais quand tu vends c'est combien de personnes moins, en France? C'est très peu de personnes, il faut arrêter. C'est très très peu de personnes. C'est souvent des gens exceptionnels et qui ont fait des boîtes absolument incroyables. Oui, qu'on surfait sur une période où il y a beaucoup de cash, comme ça a été le cas après les. Oui, alors ceux qui ont vendu, qui ont réalisé, réalisé, ouais, exactement. Et par contre, quand c'est vraiment ton pognon, que tu es vraiment bootstrappé, que c'est toi qui as les prêts, qui as la responsabilité de cet argent, plus, moi en tout cas c'est mon cas perso, hein, plus l'âge arrive, plus je me dis, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai mis tant de temps à construire, tout simplement. Et il y a plein d'histoires d'entrepreneurs ou d'artisans qui perdent beaucoup d'argent en fin de vie vers l'âge de la retraite, vers 60 ans, 65 ans et tout. Et je trouve que c'est d'une injustice. C'est horrible. Les gars, ils tous ont les bien gens, là, bossé. moi, ma maman, elle est pharmacienne, tu vois, et je connais pas mal ce milieu-là. Il se trouve du côté de ma femme, il y en a aussi. Et le nombre de gens, je sais pas pourquoi c'est les pharmaciens, bon, c'est peut-être mon biais, tu vois, mais le nombre de pharmaciens. Toi aussi? Ok. Et elle a vendu sa pharmacie. Très ordonné, très. Elle a vendu sa pharmacie, c'était sa retraite. Ah oui? Elle avait une pharmacie, petite. Parce que c'est dur de vendre des pharmacies aujourd'hui. Ouais, mais c'était, tu vois, j'ai pas ton âge. En ce moment, c'est super compliqué. C'est impossible, ouais. Et elle l'a vendu, c'est une petite pharmacie. Et en tout cas, ça a fait sa retraite, parce que sa retraite est une petite retraite, alors qu'elle gagnait correctement sa vie en tant que pharmacienne. Mais t'imagines le nombre de PME aujourd'hui où les patrons partent à poil, quoi, en fait. Ouais, exactement, on n'en parle jamais. On parle avec une micro-retraite, alors qu'ils ont fait avec le RSA, en fait. Ouais, et alors qu'ils ont créé beaucoup de valeur, beaucoup d'argent. Ils ont créé de la valeur, ils ont payé quand même beaucoup de taxes, TVA, autres. Ils ont souvent embauché des gens. Ils ont pris des alternants, même les petits, ils ont ils ont aidé à l'écosystème français, et je trouve qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de tout ça, et je trouve que c'est injuste. Il y en a de plus en plus avec les auto-entrepreneurs, les VTC, 120 000 à Paris, ou en France, je sais plus, j'ai eu le chiffre l'autre fois, tous ces gens-là, alors ils ont une micro-retraite, ils ont la sécu, etc. Mais je trouve que c'est pas, on récompense pas ça en France. On récompense très mal le travail, on commence mal l'entrepreneuriat en particulier. Exactement. Et donc du coup, pour toi, je sens que c'est une angoisse quand même. Comment tu vois la fin de Digital Keys, justement? Tu te dis, je vais la vendre, tu veux la transmettre? Oui, je pense que de toutes les façons, une entreprise, tu la crées pour la transmettre ou pour la vendre. Tu la crées pas pour... si, il y a notre copain Will qui va dire, moi j'ai créé ma boîte à vie, je ne la vendrai jamais. Moi, c'est pas ce que je dis. Depuis le premier jour, je dis, on la vendra peut-être un jour. Est-ce qu'on va s'associer un jour avec d'autres? Moi, il va falloir que je passe la main.
parce que être patron d'agence à mon âge, je trouve que ça de plus en plus ridicule, même si je peux apporter de la valeur sur certains trucs. Alors je suis hyper bien entouré, Bastien, Dorothée, quoi. J'ai une équipe vraiment formidable qui m'épaule vraiment beaucoup sur Digital Keys et pareil sur Canard et compagnie. La transmettre, ça serait un rêve. C'est compliqué de transmettre une entreprise qui vaut de l'argent. Oui, c'est ça, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour les salariés, pour emprunter. Pour les banquiers sont frileux. Ça veut dire souvent que l'entrepreneur il doit baisser un peu le prix de vente, ou beaucoup, et que les salariés prennent un risque personnel, sachant qu'ils ne sont pas tous entrepreneurs. Donc sachant qu'ils ne sont pas tous entrepreneurs, sachant qu'ils n'ont pas tous l'envie, même s'ils aiment beaucoup la boîte, parce que ils ont bien compris le. Moi, souvent, je propose mon job. Il y en a beaucoup dans la boîte qui disent c'est le seul que je veux pas faire. Parce que ma première mission dans ma boîte, c'est de gérer les gros emmerdes. C'est pas de gérer les petits emmerdes. C'est quand on m'appelle, moi, globalement, vraiment de façon acharnée, c'est que je sais que c'est une grosse merde. On a un problème avec un client, on a fait une boulette, j'en sais rien, on a fait un truc qui marche pas. Donc cette mission-là, les gens la veulent pas. Et puis la pression financière, ils la voient bien. Quand on fait des bons mois, ils sont jaloux. Ouais, ils sont jaloux. C'est un peu fort comme terme, mais en tout cas, ils peuvent être un petit peu jaloux ou envieux. Les mauvais mois, ils aimeraient pas être à ma place en disant comment on fait. Ça fait un mauvais mois, 2 mauvais mois, et puis le troisième, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, ils en veulent pas du tout. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes dans l'équipe qui n'ont pas... moi, je connais très bien mon équipe et qui ont plein de sujets perso où ils peuvent pas, en fait. Parce que plein de sujets perso, ça ne regarde personne. Ouais. Et ils ne peuvent pas le faire, même s'ils ont meurent d'envie. Ils ne peuvent pas. Voilà. Et tu as vu, tu sais, ça me fait penser à... Sur LinkedIn, là, il y a un type qui a repris Tupperware France. C'est son nouveau poste, je crois que c'est DG de Tupperware France, qui relance la boîte qui était en liquidation en France. J'ai vu ça, ouais. Et en fait, il est aussi devenu président d'une association qui s'appelle France Reprise. D'accord. Et donc dont l'objectif est d'aider les entrepreneurs à reprendre des boîtes au tribunal de commerce ou qui sont en train d'être cédées pour X raisons. Et donc il a passé un fichier, ça fait un buzz monumental là, récemment, il y a quelques jours, où il a mis 1500 contacts de PDG de boîtes qui ont plus de 60 ans, qui sont des PME qui font au moins, je crois, 100 000 euros de résultats nets ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est quand même des PME qui tournent, carrément. Et il a transmis le fichier et il a explosion de commentaires et c'est excellent, tu vois. Je trouve ça génial parce qu'en effet, quand tu y penses, il y a tellement de boîtes comme ça qui s'arrêtent, pas par manque de qualité, mais juste parce que la transmission c'est pas faite. Alors ceux qui vont vite, mais surtout une boîte qui est âgée, que tu as construit pendant toute ta vie, quel est son prix? C'est comme un appartement. L'entrepreneur, surtout dans des tailles de boîtes dont tu parles, 1 million, etc. Tu peux pas prendre de M&A ou tu peux pas prendre t'as pas un gros back-office pour vendre une boîte comme ça. Mais c'est un peu comme ton appartement. Toi, tu penses qu'il vaut 300 000, mais le marché sait que c'est 240. Bon, le chemin entre 300 000 et 240, il est long. À racheter une boîte, il y a des garanties de passifs, d'actifs et de passifs. Il y a quand même du juridique, il y a des garanties à avoir. Et donc, quand tu mets 2 entrepreneurs autour d'une table, très souvent, c'est bon, je vais te racheter. Et puis, au moment de sortir le chéquier ou de faire tout le back-office, courage fuyons. C'est trop compliqué parce que le vendeur n'est pas complètement habitué à ces pratiques. C'est pas de la malhonnêteté. Et puis, l'acheteur non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'énorme ventre mou qui se passe. Mais on n'a jamais craqué ça, je pense. On n'a jamais. Et souvent, c'est une histoire de valo. C'est vraiment une histoire de valo. Oui, parce que c'est aussi, comme tu dis, des vendeurs qui s'accrochent, parce qu'ils ont un biais d'ancrage. Tu vois, comme tu dis, exactement. Toi, ça fait 20 ans que tu fais ta boîte, il y a tellement de patrons qui se disent, mais en fait, mes 20 ans valent X, tu vois, et souvent ce X, il est valorisé par l'émotionnel. Dès que tu passes une taille, par des métriques. Voilà, dès que tu passes une taille, tu as les métriques pour le coup, X fois les bidas, les résultats, etc., l'équipe. C'est partir de quelle taille? Tu penses 5 millions de ça? Je sais pas, en tout cas, et puis ça dépend comment le dirigeant tient son business. Parce que si toi tu tiens ton business de podcast et que tu t'en vas, c'est quoi mon ratio EBITDA que je dois mettre en face? C'est un petit business, il risque de s'écrouler parce que Mathieu s'en va. Je valorise comment en fait? Donc, je te paye sur 3 ans. Toi tu vas dire maintenant je veux partir à la retraite ou j'ai un cancer et je suis malade donc j'ai besoin d'argent maintenant, mais pourquoi je te la vendre? Donc en fait c'est très complexe et je trouve que
Mais je ne connaissais pas l'histoire de ce garçon de Tupperware, mais il y a un truc à faire. Ouais. Il y a un truc à faire, Il y a un truc à craquer, je suis d'accord. Et du coup, en fin de compte, pour revenir là-dessus, sur toi, le côté se sécuriser, parce que ça concerne énormément d'auditeurs et puis je pense, d'entrepreneurs au global, c'est que, en fait, la seule façon de te sécuriser, c'est de bien te payer. Donc, du coup, c'est d'être une boîte bootstrap et de générer de l'argent. Toi, tu fais quoi, un mix entre du salaire et des dividendes? Quand tu te rémunères, tu fais comment? Non, nous on se verse pas beaucoup de dividendes. On a fait, qu'on en a fait quand même un peu. Salaire, mais moi j'ai pas un gros niveau de vie, donc j'ai pas besoin d'avoir un énorme salaire. On a beaucoup réinvesti pour faire développer la boîte. On est bootstrap, donc de toute façon tu peux pas avoir un gros salaire, te développer. Oui, tu réinvestis la donc tu trésorerie. réinvestis quand même beaucoup. Et nous on a fait un EBO il y a 3 ans. Donc on est sous EBO, donc on s'est vendu à nous-mêmes la boîte. Ah oui, ça c'est excellent. Ça, les gens qui connaissent pas l'OBO, c'est donc on ce a mécanisme est fait fou. un EBO avec une valeur basse pour pouvoir nous sécuriser. Moi et mon associé Sandra Retailleau, et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait prendre un peu une partie justement des dividendes et un petit peu de cette valorisation pour nous sécuriser, pour payer ma retraite de demain. Et après, tu repars En fait, comme c'est en la 40. boîte en fait, le mécanisme, c'est la boîte qui s'endette Ouais, pour racheter tes parts ouais. et qu'ensuite, comme ça, qui te permet d'avoir toi du Tu te vends cash, quoi. toi-même. Tu te vends toi-même. Tu fais une Newco et tu te vends Et toi-même. en fait, c'est les banques qui te suivent parce que la boîte tourne, Exactement. qu'elle est capable de se Et, projeter. et donc, tes dividendes, pendant tant que tu es sous EBO, évidemment, ils sont destinés à rembourser le prêt et tu ne peux plus te servir en dividendes si tu voulais le faire. Tant que tu as de la dette. Tu peux dire comment c'est l'opération, elle est publique ou c'est Non. pas. Non, pas trop. Bon, j'imagine c'est quand même. Ça se compte en. Voilà, c'est en centaines de milliers d'euros, quelque chose comme ça, j'imagine, pour vous sécuriser. Même après ça, tu te dis quand même que tu es en danger? Oui, encore plus parce que tout d'un coup, tu as de la dette. Ah, Donc ça, ouais, c'est mais t'es pas conseiller Alors non, en personnel. fait, alors si tu veux donner un conseil, il y a deux choses. T'as quand même un aspect psychologique que moi, j'avais pas du tout anticipé. Ouais, avant, tu étais bien, tu avais plein de trésors. Nous, on était, je pense, assez bien géré la boîte. Moi, je gérais la trésor, pas du tout à l'EBITDA. Donc, parce que pour moi, c'est l'œuf et la poule, c'est cette histoire. Et en tout cas, on était bien. Là, tout d'un coup, tu te retrouves avec mécaniquement moins de trésor dans ta boîte, même si elle est passée dans une autre caisse. Sinon, je serais pas en société, tu vois. Elle est passée chez Titi. Et donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec de la dette, donc avec une forme de pression. Même si je salue mes banquiers, ils sont très cool et tout, tu as quand même cette forme de pression. Puis chaque année, il faut rembourser. Et puis, c'est quand même chaotique depuis 2-3 ans. Il y a une petite guerre. Il y a quand même des petits sujets business en ce moment. Et puis, le second truc qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait, tu as vendu ta boîte. Donc, psychologiquement, tu as vendu ta boîte. Attends, mais non, mais tu te l'es vendu à toi-même. Écoute-moi bien. L'OBO, c'est. Écoute-moi bien, tu l'as vendu. Donc, tu crées une société, tu la développes, tu la vends. C'est un peu le triptyque un peu classique. Une fois que tu l'as vendu, même quand tu l'as vendu à toi-même, finalement, tu as réalisé une opération financière, comme tu te l'étais dit 20 ans avant ou 15 ans avant, qui est satisfaisante. Donc, psychologiquement, Mathieu, tu as vendu ta boîte. Et donc, le lundi matin suivant, tu as moins envie d'aller travailler. J'adore. Mais évidemment, tu l'as vendu, tu as réalisé, donc tu pourrais aller à la pêche. C'est bien que Alors, moi, je pourrais pas aller si, je pourrais aller à la pêche, en vrai, c'est toujours pareil, c'est une question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mais tu as vendu ta boîte. Donc, psychologiquement, c'est pas la même. Qu'est-ce qui te fait tenir, du coup? Parce que j'ai pas le choix, déjà, faut le dire. J'ai une dette qu'il faut que je rembourse, donc il faut que la boîte, elle sorte. L'équipe, beaucoup, les clients. Nous, on a un très excellent rapport avec nos clients, on les adore et j'espère qu'ils nous aiment. Et ça, c'est une notion qui est très très importante chez nous. Pour l'instant, je sais faire que ce métier. Et donc, je me prépare en me disant, si j'arrive à transmettre cette entreprise, je fais quoi demain? Et alors, tu as un début de réponse? Ouais, j'en ai une très claire, c'est que je ne serai plus derrière un ordinateur. Donc moi, je suis un gars de l'extérieur, j'aime bien sortir, faire de la rando, comme tu le sais, du ski, du freeride, etc. Et moi, je veux être dehors, je veux un métier extérieur. Et j'ai un vieux projet qui est dans mes cartons depuis 20 ans, que je ne fais pas, dont je rêve de faire, qui est un projet dans la glace,
dont je ne dévoilerai pas le secret aujourd'hui. Attends, les glaces à manger. Les glaces à manger. Ok. Donc j'apprends à faire des glaces depuis 2-3 ans et j'aimerais bien en plus, voilà, je veux mettre les mains dedans parce que je suis un manuel. Et un autre projet mais qui est beaucoup plus flou, mais j'aimerais beaucoup acheter des forêts et un peu réinventer la gestion forestière qui est très en retard en France et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On en discute avec Mayol que tu connais, on en discute avec Clémence que tu connais et on pense qu'il y a un vrai truc à craquer là-dedans. Et je pense que c'est des métiers où il faut avoir un peu de hauteur, il faut avoir un peu de temps. Et c'est pour ça que je ne les active pas maintenant. Il faut être engagé. Il faut être engagé. Thierry, ou ouais, ça, je viens avec plaisir. Et je trouve que c'est... en tout cas, ça me passionnerait. J'aimerais bien faire ça après et je trouverais ça vraiment cool. Ouais. Génial. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que tu veux t'éviter la petite mort de la retraite ou de l'après-boîte. Parce que déjà, il y a une petite mort avec les gens qui vendent leur boîte, souvent, comme tu l'as dit. Et puis, il y a aussi la grande... Pardonne-moi, hein, c'est un peu lugubre, mais quand même la plus grande mort qui est celle d'arrêter ta vie professionnelle, tu vois. Donc toi, tu te dis quoi? Jamais j'arrête ma vie professionnelle? Ah non, moi je peux rigoler quand même à un moment donné. Même... Non, j'en sais rien. Je pense dit que le travail, c'est pas de marrer. Ouais, non, mais évidemment, mais je pense que tu bosses ou tu t'arrêtes. Pour le coup, je crois pas au middle. Donc, si je me réengage dans un projet de glace, j'irai vraiment. Dans la forêt, j'irai vraiment. Mais je ferai pas un mi-temps, ça marche pas. Surtout à nos âges, on n'est plus dans le business, faut qu'on rencontre des gens, etc., etc. Donc je ne sais pas quand je m'arrêterai. Je n'ai pas du tout cette réponse dans ma tête. Je me suis pas dit à 65 ans j'arrêterai, mais le jour où j'arrêterai toute forme de business. Je serai pas le vieux mentor de la place pour t'expliquer qu'il y a 20 ans c'était mieux qu'aujourd'hui et que les jeunes sont comme ci, etc., etc. Donc pas du tout. Mais ouais, je me vois pas arrêter demain, ouais. Non. De toute façon, je veux dire, tu as encore au moins 20 ans de business à J'en faire. sais rien, mais en tout cas, si je m'arrête pour faire que du loisir, ça sera, j'en sais rien, je ferai le tour du monde en courant s'il faut, mais je ferai un truc, quoi. Si tu devais mettre un mot sur ce que l'entrepreneuriat t'a apporté, c'est quoi? Oh, la rencontre, sans aucune hésitation. Rencontrer des gens, tout le temps. La rencontre, c'est ce qui structure l'humain. Donc, je pense que c'est dans nos gènes. Et chaque rencontre, elle est merveilleuse. Même quand tu rencontres un énorme connard. Mais ouais, mais c'est tellement lunaire. C'est tellement lunaire parfois des rencontres. Mais tu rencontres tellement de gens fabuleux dans nos vies, chez nos clients. Encore une fois, j'ai des copains, le milieu professionnel. Moi, j'ai plein de copains aujourd'hui que j'ai rencontrés grâce au taf. La plupart. Surtout quand t'as pas fait même Lyon ou HEC, et que t'as pas les copains d'école, les copains d'école et les 3 ans où tu t'es saoulé la gueule matin, midi et soir. Finalement, moi, à 20 ans, je travaillais en fait. Donc t'as du mal à voir. Donc tu le fais aussi comme ça. Mais moi, je vois même mes copains qui ont fait des écoles et qui ont beaucoup de copains d'ailleurs très proches d'école. Il y a beaucoup de cercles qui se sont créés au fil des expériences professionnelles. C'est pas pour envoyer des fleurs, mais avec le club, c'est ce qui se passe. Avec des gens plus jeunes, moins de mon âge, beaucoup plus jeunes, on se voit, on se kiffe, et ça, c'est des rencontres, quoi, tu vois. C'est vraiment des rencontres. Et ça, je trouve que c'est important. Quand tu t'isoles et que tu es un peu à la fin, mais même quand tu as vendu ta boîte à 40 piges ou à 30 piges, quand tu es tout seul, moi, je me souviens, ma première boîte de promo, je l'ai vendue, j'avais 33 ans. C'était en 2003. J'étais content, hyper content. Et puis, je me suis retrouvé donc un lundi matin à la maison. J'avais touché mes sous. Et puis, j'ai appelé mes potes. Et ben, mes potes, ils travaillaient. Donc, j'étais tout seul chez moi. Alors, j'ai pas fait de dépression. Je sais que t'aimes bien ce sujet-là. Pas du tout. Mais j'étais tout seul chez moi. J'ai appelé, vas-y, on va faire un tennis. Vas-y, on va faire de la planche à voile, du wake, du ski, du truc, du machin. Soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas d'argent, soit ma daronne, elle va gueuler, etc., etc. Donc, j'étais tout seul. Et donc, j'ai repris un boulot, j'ai repris de l'entrepreneuriat très, très rapidement. Parce que, qu'est-ce que tu fais tout seul? Et quand tu es à la retraite, même si tes amis sont aussi à la retraite, si tu vois quand même tout le temps les mêmes, avec les mêmes discussions et les mêmes blagounettes qu'on se raconte quand même 27 fois déjà, alors que tu n'as pas 60 piges, qu'est-ce qui va se passer à 70 ans? Ça va pas être très sympa. Donc, je trouve que la rencontre, c'est le dénominateur commun de la vie active, en réalité.
Ouais, et puis en fait, l'entrepreneuriat, pour toi, en tout cas, ça a été une excuse pour rencontrer des gens intéressants, Ah pour ouais, ouais. te faire des potes, pour Ah ouais, puis être rencontrer stimulé. ah ouais, des gens, des milliardaires. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie, j'ai bossé avec des gens, mais c'est incroyable, quoi. C'est quoi? Vas-y, Ouais. raconte une rencontre lunaire que tu as faite qui t'a marqué. Ah non, mais j'en ai plein. J'ai eu, à un moment donné, j'étais manager de transition après avoir vendu ma boîte en 2003 j'ai aidé un gars qui était je sais pas si je peux le citer, mais qui était le seul actionnaire privé de la holding de Pinot, que personne ne connaît en France, qui n'est jamais sorti dans aucun média. De François Pinault. François Pinault, Bernard Arnault, pardon, de Bernard Arnault. Ah, ok. Bernard Arnault, il a une holding au-dessus qui tient tout son groupe et il y a un banquier qui l'a aidé depuis le premier jour Et qui est actionnaire. qui était actionnaire, vraiment le seul et l'unique. Et moi, j'ai bossé avec ce gars qui est un ch'ti, hein, qui était un ch'ti, qui est décédé depuis. J'ai aidé son frère. Enfin, bon, bref, l'histoire est pas très intéressante, mais ce gars-là qui était archi-milliardaire en réalité. On se voyait dans un bureau tout pourri sur les grands boulevards de Lille qui vont entre Roubaix et Lille, dans un bureau miteux. Il me recevait à 8h du mat, tout premier deal qu'on a signé ensemble, parce qu'il me dit « Ah, tu vas m'aider, c'est sympa. » On était au whisky. Il fumait dans son bureau. C'était une infection totale, mais une infection totale. Et le mec ressemblait à rien. Et quand tu ouvrais le capot et que tu le chatouillais sur le business, parce que j'en avais besoin pour aider son frère, le mec était absolument incroyable. Mais absolument incroyable. Et moi, je ne connais pas Bernard Arnault, mais quand tu vois Bernard Arnault dans les médias et que tu vois ce gars-là, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, quoi. Ça, c'est une rencontre absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est lunaire. Et j'en ai beaucoup, ouais, beaucoup. Des clients, des choses absolument incroyables. J'adore. Et c'est quoi, rentrons dans le vif du sujet, parce que je sais que tu as des théories là-dessus, mais c'est quoi la recette du bonheur, alors? Ouais, En tout cas, ta recette. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Mais je pense. Mais il faut le chercher. En tout cas, ma recette, c'est qu'il faut chercher le bonheur. Donc, moi, je trouve que l'imbécile est heureux, tu vois. Donc, faut pas trop se poser de questions. Si tu rentres le soir chez toi et que tu as envie de voir ta femme avec le smile, et tous les soirs, bah, ça suffit, en fait, pour être heureux. Évidemment, la même chose avec tes enfants. C'est hyper important, avec tes équipes, avec tes potes. Moi, parfois, j'ai un pote, j'ai pas envie de le voir. Bah, t'y vas pas, quoi. T'as pas besoin de te forcer, je trouve. C'est quoi la définition du bon sens? Pour moi, c'est du bon sens, quoi. Si t'as pas envie de voir une bande de potes samedi, bah, t'appelles et tu dis non. Si tu peux pas avoir ce genre de discussion, si t'arrives chez toi et que t'es de mauvais poil, bah, tu dis juste ce soir, je suis de mauvais poil, c'est pas grave, c'est pas contre toi, mais on aura le smile demain. Et je trouve qu'on peut assez facilement, si tu as cette liberté d'agir, ce libre arbitre, d'aller chercher ces moments de bonheur, et surtout pas de chercher Moi, je trouve qu'il y a des gens qui cherchent le bonheur, ils mettent un curseur au niveau bonheur, c'est trop fat, quoi, c'est trop élevé, quoi. C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est pas juste rentrer chez toi, bien manger, regarder un bon film, aller se coucher pas trop tard et tout va bien, quoi. Ouais, puis c'est surtout, d'ailleurs, dans l'étude qu'ils ont menée à Harvard, là, il y a une étude qui a été faite à Harvard D'accord, non, je connais sur pas. le bonheur pendant Ok. 80 ans. Enfin, c'était fait après la guerre, en fait, la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et ils voulaient savoir, en particulier, si c'était lié à l'argent, en Ouais, tout cas à la classe ouais. sociale. Et donc, ils ont pris plein de gens c'est à Boston, c'est ça, non? C'est à Boston, ouais. Ouais, Harvard. ouais. Ouais, c'est à Boston. Ouais. Et donc, ils ont fait ça à Boston. Et ils ont pris plein de gens dans les quartiers, des gens classe moyenne, et puis des gens très riches. Et ils les ont suivis, comme ça, sur d'abord une génération, puis deux, puis trois. Et leur demander chaque année ou tous les 6 mois, je sais plus, combien, tu vois, est-ce qu'ils sont heureux, quoi, et pourquoi. Et ils se sont rendus compte qu'évidemment, le critère principal qui écrasait tous les autres, c'est certainement pas tes revenus ou ton patrimoine ou même où tu avais vécu. En fait, c'est la qualité de tes relations sur le long terme. Et donc, si tu as une femme pendant 20 ans, mais que tu t'entends très mal, que tu as une relation pourrie, moi, je suis un gars du temps. Tu vas vivre même moins longtemps. Ouais. Si tu n'as pas de femme, mais que tu es heureux, en fait, et que tu as des super potes qui te soutiennent, etc., sur le long terme, bah, en fait, probablement que tu vas vivre plus longtemps et que tu seras plus heureux plus longtemps. Ouais. Donc, je trouve que c'est simple, mais ce que tu as dit, c'est aussi simple que ça. Alors, je corresponds à cette étude que je ne connaissais pas. Moi, je suis marié depuis 33 ans.
J'ai des collaboratrices, pardon, évidemment, qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans, toujours. J'ai des copains depuis plus de 20 ans que je vois toujours. Et moi, je suis un gars du temps long, ouais. Et j'ai une boîte depuis 20 ans, j'aurais pu la vendre plusieurs fois. Ouais, j'aime bien ce temps long, ouais. Je trouve que tu construis, tu connais bien les autres, ça te permet d'échanger, ça te permet d'être... ouais, à un moment donné, de dire les choses et puis de connaître, d'avoir un peu de profondeur dans la relation. Au bout d'un an, ok, t'as fait un podcast, t'as dit que t'avais, je sais pas, tel truc, c'est pas un sujet, quoi. C'est pas là où tu connais vraiment la personne dans sa, ouais, dans son intimité. C'est important. Et on a un groupe de ski. C'était moi qui étais à l'initiative. Ça fait, je sais pas, on en a fait plusieurs, mais ça fait 5-6 ans qu'on part toujours ensemble. On connaît notre niveau, on sait ce qui va se passer dans les refuges, pas dans les refuges, quoi. Et je trouve qu'en plus, c'est très reposant. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, pour le coup, moi qui adore rencontrer les gens, bah, tu as quand même cette première phase de découverte qui est un effort très positif, mais qui reste un effort. Il faut découvrir, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin, etc. Il y a une autre étude, alors je ne sais pas si c'est une étude, tu sais bien que je ne suis pas un gars d'études, mais je crois que c'est à partir de 50 ans où tu rencontres de moins en moins de gens. Parce qu'en fait, tu n'as plus rien à prouver. Tu es bien dans ton cocon amical. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin de nouveaux amis. Entre guillemets, j'en ai déjà nos amis, on n'a pas le temps de les voir avec les vies de fous qu'on mène. Donc, en avoir des nouveaux, en fait, c'est écrémer ceux que t'aimes. Donc, c'est un peu débile. Mais pour autant, si tu restes toujours, et là, je reviens sur la notion de retraite et d'âge, bah, si tu reviens toujours au même point, bah, tu deviens un peu, t'es un peu t'es un peu le poisson rouge dans l'aquarium, quoi. Donc je trouve qu'il faut se forcer, le fait de travailler, ça te force à rencontrer d'autres personnes, et puis advienne qui pourra. En fait, la vie professionnelle, c'est quand même, en effet, par rapport à la vie peut-être personnelle, comme on dit, si on fait cette distinction-là, c'est quand même l'endroit où tu as une excuse pour rencontrer rencontrer des gens qui pourront après parfois devenir des amis. Ou pas, mais en tout cas, ou parfois juste des gens avec qui tu passes un bon moment, et tu as fait quelque chose, et voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord, moi, tu vois, dans cette phase, moi aussi j'ai des potes depuis, alors je suis 32 ans, tu vois, mais j'ai des potes depuis, je suis comme toi, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de nouveaux amis, j'ai très rarement des nouvelles personnes qui rentrent dans mon cercle, très très rarement. Et en fait, là, dans cette phase professionnelle où du coup j'ai quitté le club, où Pierre, qui était mon collaborateur le plus proche, qui m'a beaucoup aidé sur le podcast, là ça va au Canada, etc., et où je dois refaire mon équipe proche, je trouve ça vraiment assez inconfortable. Là, je suis plein de rencontres, plein de choses qui me stimulent, plein de gens aussi que je revois et je suis très content, dont tu fais partie. Mais c'est vrai que c'est un peu, je trouve ça un peu un peu déstabilisant en fait de pas savoir avec, parce que je suis d'accord qu'à la fin le plus important c'est avec qui tu fais les choses. En tout cas moi je me rends compte c'est ça, tu vois, parce que de toute façon ce que tu vas faire va compter, sur quoi tu vas avoir de l'impact ça va compter, mais c'est quand même pour que ça marche et pour que tu prennes du plaisir, c'est le qui, tu vois. Et donc quand tu sais pas, moi là comme sur le plan et puis t'as le dit mot plaisir, tu vois, c'est qui avec le plaisir, donc avec un peu le bonheur. Moi, j'aime bien cette phrase, tu l'as dit dans un de tes podcasts, choisir, c'est renoncer. Je suis absolument contre cette phrase. C'est choisir, c'est préférer. Et c'est une énorme bataille avec mes enfants. Moi, j'ai des grands-enfants. Hein. Et ils disent, ah non, papa, c'est toujours renoncer, tu renonces à... Et je dis, mais non, tu réfléchis, tu préfères quand même, à un moment donné, rentrer chez toi le soir ou continuer de boire des coups avec tes potes. Un truc simple. Mais tu as quand même envie des deux. En théorie, si tu es encore amoureux de ta femme, ou d'aller voir ton baby, toi. Dans une fête et tout, à un moment donné, tu te dis, ouais, j'avais dit qu'à 10h, je serais à la maison et tout. Tu préfères quoi à un moment donné? À l'instant T, tu préfères quoi? Bah, c'est dur de choisir. Est-ce que tu renonces? Donc, c'est vraiment une histoire de prisme pour moi. Est-ce que tu renonces à tes potes pour aller voir ta femme? Ou est-ce que juste tu préfères aller voir ta femme? La décision est la même, mais l'esprit n'est pas le même. Hein. Et, ah bah ouais, mais tu préfères. À un moment donné, tu choisis. Choisis. Ce soir, je préfère sortir avec mes potes qu'aller au dîner avec les autres potos. Juste, tu préfères. Ouais. Tu renonces pas à voir tes potes. Quoi. Sinon, c'est horrible. Toute ta vie, on ne ferait que du renoncement. Chaque jour, on renoncerait à quelque chose. Bah, ce matin, j'ai préféré ne pas aller courir. Je me sentais fatigué. Bah, j'ai préféré chiller une demi-heure de plus. Ouais. Je trouve que c'est pas très difficile. Et les clients, je trouve que sur toutes les micro-décisions qu'on prend dans une journée,
et même des grandes décisions, c'est intéressant de penser comme ça. Ok, c'est pas mal. En fait, au fond, c'est de se redonner de la liberté, quoi. Et là je me sens en envie de faire ça, et donc je vais faire ça. C'est la liberté, c'est la liberté. Et donc, c'est vrai que je pense que ce qu'on la regrette notion le plus, c'est ça à chaque fois. alors la liberté, c'est un sujet très important pour moi. C'est vraiment une valeur ancrée. Moi, j'ai toujours été hyper indépendant depuis tout petit. Depuis le CP, je pense que j'étais déjà libre et je faisais ce que je voulais. Mais au-delà, parce que la liberté, c'est une sorte de valeur galvaudée dans toutes les boîtes. On est libre. Chez nous, hein, moi, une valeur fondamentale, c'est la liberté. Donc, je sais pas pour critiquer les autres, hein, je l'ai chez moi. Mais je trouve qu'on réfléchit pas à cette notion assez. C'est quoi la liberté? Alors, toi qui as fait de la philo, etc., c'est pas pour recracher que je ne ferai pas un philosophe, une théorie, c'est quoi la liberté? Le sujet, c'est pas ça, c'est quoi ta propre liberté? Et moi, je préfère la notion de libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Est-ce qu'à un moment donné, tu as ton libre arbitre perso pour élever ton môme, choisir d'aller choisir ses préférés? Est-ce que c'est ton propre libre arbitre ou est-ce que tu recraches une théorie, même si on a des inputs et des envies? Je trouve qu'on oublie, et alors encore plus sur la jeune génération. Moi, ce qui me frappe, c'est probablement à cause des réseaux, avec toutes les infos qu'on a tous, hein, mais je trouve que cette notion de libre arbitre, elle devrait être enseignée, quoi. C'est vraiment toi qui décides je sais pas, d'éduquer ton môme comme ça et tout. C'est pas un diktat des réseaux sociaux. Et je trouve que cette notion, elle se perd beaucoup de génération en génération. Et puis je trouve que dans le milieu entrepreneurial en particulier, notamment par le prisme de l'américanisation du business, tu vois, et de toutes les morning routines, les règles business, les principes business, etc., etc. Les gens s'auto-enferment dans des choses, tu vois, le truc de morning routine, quand tu lis des posts sur LinkedIn, parfois tu as l'impression que si tu t'es pas levé à 5h du matin et que tu as fait effectivement ton Wim Hof, même si j'adore, ou ton running, ou que tu n'es pas allé faire je sais pas quoi et que tu as fait ton exercice d'écriture, en fait, tu as raté ta journée. Mais en fait, non, la routine, elle est faite pour être changée, elle est faite pour s'adapter à toi. Faut pas que tu t'en sois prisonnier, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc de... quand même, mais c'est ton libre arbitre. Ouais, de libre arbitre, de capacité à... Et tu vois, ça c'est des micro-décisions. C'est une forme de flex, quoi. Pas de flex, tout simplement. Moi, je vais à peu près tous les 15 jours faire mon bain de glace, comme tu le sais, avec Caro. Et moi, c'est un effort surhumain. Parce qu'il faut que je parte de la maison à 7h15, parce que j'habite à Rueil-Malmaison. C'est dans le centre de Paris, je suis en 2 roues, donc il faut que je me lève à 6h30. Voilà, 6h30, c'est normal le cas. Et moi, je suis pas un mec du matin. En général, je me couche tard. Et donc, pour moi, c'est une torture. Et je trouve que le luxe, c'est quand même le temps. Et donc, le matin, moi, j'aime bien, et là, ça me saoule. Et bien, choisir ses préférés. Je prends tellement de plaisir à prendre cette heure, comme tu dis, à moi-même. C'est mon libre arbitre, vraiment, qui me dit, mais là, c'est pas un sujet. Et souvent, je me réveille avant mon réveil, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Parce que, je pense que tu as cette envie, mais j'y vais pas tout le temps. Et si 2 jours avant, je le sens pas, j'ai cette liberté de le faire. Donc là, on prend des exemples qui sont très simples. Mais ça, je trouve que tu peux l'appliquer à des grandes décisions de ta vie, hein. Tu préfères rester avec la même femme parce que ça va être chiant de divorcer ou parce que ça va te coûter un billet et être malheureux longtemps, ou est-ce que tu préfères finalement retrouver de la liberté, du bonheur, etc., etc. Toi, comment t'as fait pour rester 23 ans avec la même femme? 33. 33. 35. Parce qu'avant, on n'était pas mariés. Et 2 enfants? Je sais pas, faut que tu m'invites. 3 enfants. C'est une bonne question, mais parce que la vie est un long fleuve tranquille. On se marre, et quand on se marre, je sais pas, on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses. Et c'est un bon équilibre pour moi, c'est une belle encre, parce que moi je serais un peu parti en live, je pense. Donc j'ai une femme qui est un peu plus intellectuelle que moi, plus posée, beaucoup plus raisonnable. On s'est toujours parlé. Et moi, je lui ai dit le premier jour, je lui ai dit, tant que je rentre le soir à la maison et que j'ai le smile, moi je suis content. Mais il y a bien des moments où tu n'as pas le smile sur 33 ans de relation? Non, assez peu, assez peu, vraiment. Je t'assure. Ouais. Et alors, j'ai une femme extraordinaire, c'est qu'elle a compris, par rapport en tout cas aux précédentes, c'est qu'elle a compris une chose très importante, c'est que j'étais vraiment libre. Et donc j'ai une femme extraordinaire parce qu'elle me laisse. D'un, elle n'est pas chiante. Il y en a plein, les femmes qui sont pas chiantes, on est toujours les femmes. Hein. Et deuxièmement, elle me laisse cette liberté. Et
Moi, cette notion de confiance que j'ai tout le temps avec mes enfants, avec mes équipes et tout, Alix, elle me le donne et elle a confiance en moi. Donc, moi, je peux rentrer à 4 heures du mat, elle n'est pas inquiète et elle se pose zéro question. Et je peux partir tout seul marcher, faire du ski. Elle sait que j'ai, dans mon équilibre, si j'ai pas cette liberté, je deviens fou. Et ça, je pense qu'elle l'a compris le premier jour. Et tant que j'ai cette liberté, moi déjà, c'est quelque chose de très très important. C'est clair que de toute façon, le couple, à la fin, c'est le plus bel acte d'amour, c'est d'aimer la personne avec ses défauts, quoi. C'est de l'accepter, d'accepter quelqu'un vraiment tel qu'il est. C'est pas tout le temps d'essayer de le changer. Qualités. Hein? Ou ses qualités. Oui, bien sûr, évidemment, c'est ses qualités, mais ses qualités, c'est facile. Mais c'est aimer les défauts. C'est d'accepter tout ce qui est moche, tout ce qui est pénible, et de se dire, en fait, je vais pas essayer de changer la personne, d'être tout le temps en train de dire, non, maintenant, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, etc. Ah non, ça c'est l'enfer. Ça, c'est vraiment le plus difficile. Ouais. Et aimer, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dans le mot aimer, tu vois, c'est un prêtre qui m'a dit ça récemment. Il dit, il faut jamais oublier que c'est un verbe d'action. Exactement. Et les gens, souvent, et surtout à Paris, sont tellement embarqués dans la vie, la vie professionnelle notamment, qui prend le pas, que du coup, en fait, tu en viens à te dire, ça y est, on a appuyé sur un contrat, on s'est marié, par exemple, ou on a pris un appart, ou quel que soit l'engagement. Toi, dans un couple, ça a du time, tu vois. T'as le début, tu fais des enfants, là, t'es en plein dedans. Tes enfants petits, ils prennent beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est un bonheur tous les jours de les voir grandir. Puis après, tu as toutes les étapes que tu dois vivre. Je pense qu'on a les mêmes valeurs fondamentales aussi. On ne s'est jamais engueulé sur l'éducation, je sais pas, sur la santé, quoi. Il y a des... Alors, c'est toujours difficile de définir une valeur, mais en tout cas, moi, je vois autour de moi, que ce soit mes amis, ma femme, mes enfants, etc., tout mon écosystème proche, on est tous à peu près sur les mêmes valeurs. Donc, on aime l'argent, mais sans plus. Je sais pas, sur l'éducation, on a tous élevé à peu près nos enfants pareil. Peut-être sur cette notion de liberté, cette notion d'envie, de partage, de bien rigoler, de passer des bons moments. J'aime bien ce terme, tout simplement. C'est juste un bon moment. C'est pas la soirée où la soirée on va être bourré, ça va être génial. Non, mais c'est pas un sujet. Est-ce que tu as passé un bon moment quand tu vas te coucher? Est-ce que tu as le smile en disant putain, j'ai passé une bonne soirée, j'ai passé une bonne journée. Hier, j'ai passé une journée, une soirée et une matinée, puisqu'on a fait le bain, absolument épuisante. Mais j'ai passé une journée absolument incroyable. J'ai eu 4 jours en un et je suis rentré hier soir absolument épuisé, mais avec le smile. Voilà. J'adore. Et ce matin, c'était pareil. Et ce soir, je vais voir des copains et j'espère qu'on va bien se marrer. Ouais. Et un truc sur lequel je veux bien revenir aussi, c'est tu vois, c'est que tu as dit au début, c'est que tu m'as dit, en fait, j'ai de l'ambition mais pas trop, ou je sais plus comment tu m'as formulé ça. Tu m'as dit, moi de toute façon, je préfère si je dois choisir entre gagner de l'argent et me marrer, je choisis toujours me marrer. Comment tu vois, qu'est-ce qui fait, parce que tu vois, pardon, mais il y a des gens, tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui font le concours de quéquette, quoi, qui vont te dire, mais en fait, Thierry, il a juste zéro ambition, quoi, tu vois, tu vois, il essaye pas, donc du coup, tu vois, comment t'as résisté à ça, ou comment tu l'as... Est-ce que c'est plus maintenant que ça l'était avant? Non, est-ce que ça a toujours en fait, été, ça a été l'imbécile est heureux, c'est-à-dire que t'en recrutes un, t'en recrutes deux, t'en recrutes trois, puis t'es 10, puis t'es 20, puis t'es 30, puis t'es 40, on est monté à 70, on est redescendu. Et tu vois, la seule fois où j'ai mis de l'ambition, je vais te dire, c'est Digital Keys. Il y a en 2001, après le Covid, ça allait très bien, parce que nous, on a bien profité du Covid, et on s'est dit... en gros, pour passer je parle en chiffre d'affaires, mais on peut parler en marge brute, pour passer de 4 millions de marge brute, qui est notre KPI en agence, en prestation de services, 4 millions de marge brute à 12 millions de marge brute. En fait, c'est quasiment une ESN, donc on est 40, demain, il faut qu'on soit 100, quoi. On tire un tableau Excel, pouf, bon, faut qu'on soit 100, les clients sont là, on n'arrêtait pas d'avoir des demandes, etc., etc. Donc on va être 100. Et là, j'avais interviewé beaucoup d'entre copains entrepreneurs et autres en disant, c'est vrai que la taille de 40, c'est une taille un peu merdique. Il y a des théories sur les tailles des boîtes. Au-dessus de 20, 50, c'est un peu chiant. Et 100, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a assez de volume pour avoir un vrai DAF, pour avoir un vrai RH. Oui, en tant que patron, tu peux plus déléguer, quoi. Toi, tu peux être encore plus délégué. Moi, j'ai toujours beaucoup délégué, mais tu peux encore plus déléguer et tout. Moi, je trouvais ça cool. Et surtout, toute mon équipe était derrière en poussant, en disant, ça serait super si on devient 100, on sera une belle agence et tout. On pourra vendre un jour, etc. Et donc, on a recruté très, très vite pour mettre cette ambition. Parce que nous, finalement, notre seule façon d'investir, c'est de recruter des gens.
Donc on a recruté. Bon, après, il y a eu l'effet de ciseau de la crise économique qui a fait que ça n'a pas fonctionné, mais ça ne me convenait pas. Et quand j'ai réfléchi, donc on est redescendu à 40. Mais vous êtes monté jusqu'à 100? 70. Ah oui, quand même. Et on est redescendu. Mais donc cette période-là, elle n'était pas rentable, elle n'était pas intéressante, elle n'était pas amusante pour moi. C'est tout juste si tu ne rencontres pas dans les couloirs Amand, salut, comment tu t'appelles? Tu es le patron de la boîte, tu es le fondateur. Ah, Mathieu, salut Mathieu. Je sais pas, ça me convenait pas. Et en fait, quand j'ai réfléchi sur l'ambition, je m'étais dit 10 ans avant, je pense, donc après 5 ans de boîte, on devait faire 3 millions de chiffre d'affaires. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à 10. Tu vois, je me l'étais mis dans ma tête. Là, pour le coup, je m'étais mis un objectif. Je dis, il faudrait qu'on arrive à 10, mais sans avoir fait un tableau Excel et sans avoir mis une limite de temps. En disant, il faudrait qu'on arrive à 10 parce que ça sera une boîte un peu plus robuste, avec plus d'organisation, etc., etc. Et ben, en fait, 10, j'y étais. Et donc, quand je me suis remis un objectif supplémentaire, en fait, ça ne me convenait plus. Et en fait, ça me suffisait, cette taille de boîte me suffit. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire d'ambition. Mais non, parce mais que c'est génial c'est quand même de l'ambition. L'ambition me suffit, c'est bien, c'est bien. C'est quand même, il y a plein d'entrepreneurs, ils sont ni 40, moi je suis rentable, etc. Donc c'est une forme d'ambition. C'est une volonté, alors après, tu vois, je ne sais pas si c'est aussi une conscience de tes propres limitations parfois, mais si, c'est une, tu vois, il y a des trucs aussi où parfois il faut se faire mal. Mais il faut se faire trop mal. Se faire super mal. C'est pas faut se réinventer. Il faut parfois être délégué sur certains sujets parce que t'es pas assez bon sur d'autres. Tu vois, c'est. Ouais, mais on se fait mal. C'est-à-dire que moi, même si je dis que je bosse pas beaucoup, j'estime que je bosse quand même déjà suffisamment. Ouais, ça me convient pas, mais c'est pas grave. Et moi, je suis pas du tout admiratif, mais pas du tout critique face aux gens qui veulent faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Moi, je trouve ça absolument incroyable, mais je suis ni admiratif ni critique. Je dis, c'est cool, le mec, il a son objectif, il veut faire son milliard. Vas-y, hein, du moment que mes valeurs, en tout cas, et mon ambition et mes valeurs ne sont pas meilleures que les tiennes. Faut pas mettre une morale derrière l'ambition. Ouais. Il y en a zéro. Puis la mienne, elle vaut quoi par rapport à la tienne? Je suis qui pour le dire déjà, mais même théoriquement, elle vaut quoi? C'est la mienne, c'est mon libre arbitre, c'est moi qui ai envie de penser comme ça. Tu penses comme ça, tu veux faire 1 milliard, tu veux voir tes enfants, pas voir tes enfants, j'en sais rien. Mais en fait, de toute façon, c'est ton sujet, c'est pas le mien. C'est toujours pareil avec. En fait, c'est que dès que l'ambition se transforme en cupidité ou en, tu vois, ou en fait, le besoin, quel que soit le moteur de l'entrepreneur, que ce soit la reconnaissance, la fame, comme on dit, ou que ce soit l'argent, que ce soit quel que soit le moteur, en fait, à un moment donné, c'est insatiable, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois aussi, on parlait d'études, mais c'est vrai que j'aime bien celle-là aussi, qui dit qu'au-delà, je sais plus, de 80 ou 100 000 euros par an, dans une ville comme Paris, ton bonheur il est marginalement plus élevé. Enfin, quand je dis marginal, c'est vraiment ridicule, ça change rien. Ça change rien. Rien du tout. Rien du tout. Donc évidemment, ça peut être facile, les gens ils peuvent te dire oui, d'accord, mais Anthony Bourbon il te dirait oui d'accord, mais je suis bien plus heureux et riche que je l'étais pauvre. Et je suis d'accord parce que de toute façon pauvre, c'est sûr que être pauvre et c'est à mon avis c'est enviable pour personne. Mais il y a un moment donné où il y a que les riches qui peuvent dire ça, de toutes les façons, de dire mais non, mais ça change rien. Évidemment, si t'es vraiment pauvre, ce qu'on appelle vraiment un pauvre. Oui. Évidemment. Mais même, tu vois, juste d'être capable de se satisfaire, en fait, à un moment donné, de ce que tu as, de te dire, là, je suis dans mes limites, je sais que si je me lance, je prends le risque de me planter, je prends le risque de pas kiffer, je prends le risque de voilà. Et en fait, j'accepte ça, je suis content comme ça, et je suis content de mes relations, je suis content de ce que c'est inspirant aussi, tu vois. Bah, en tout cas, moi, c'est pas assez relayé, en fait, ce type de message. Moi, ça me satisfait d'avoir. Parce que finalement l'argent très rapidement c'est matériel, hein. C'est boire des meilleures bouteilles de vin. Bon bah ça faut être un peu riche, hein. Faut pas être pauvre, mais faut pas être très riche en réalité. Faut savoir le boire. Mais ça on en revient au moment où tu le bois, ou est-ce que tu es tout seul chez toi à t'envoyer du bon vin ou pas. Donc c'est quand même des notions de partage. Et après c'est que du matériel. Oui. Peut-être que si j'avais eu la passion, qui est encore une vraie passion des voitures de sport, j'aurais peut-être été plus ambitieux financièrement parce que mon kiff aurait été d'acheter des voitures de sport, donc des voitures très chères. Si j'avais été un véritable amateur d'art, j'aurais peut-être été plus volontaire sur l'argent parce que j'aurais eu besoin d'acheter des Dufy ou je sais pas quoi, des peintres que j'aime bien. Donc ça aurait peut-être été un moteur. Moi, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir ces passions de riche.
Donc je veux pas 4 maisons, je veux pas 4 bagnoles, je veux pas, voilà. Je veux 4 paires de skis. Une paire de skis, ça vaut, si tu te débrouilles bien, ça vaut 500 €. Et une paire de fixes, ça vaut 400 €. Donc et quand on a 4, tu les as pas achetés la même année parce que donc tout ça, c'est des dépenses. Il faut. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'ambition pour arriver à ça. Et puis il faut surtout utiliser. Je trouve qu'on a l'argent. En fait, encore, on l'a abordé rapidement. Aujourd'hui, c'est probablement avec les vies qu'on mène d'entrepreneurs, et en plus parisiens, mais c'est pareil quand même dans les grandes villes françaises, un peu moins en région, en vraie région, c'est le temps. Moi, je cours après le temps, ma femme court après le temps, tous mes potes, parfois, on n'arrive pas à s'appeler de la semaine parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je roule en 2 roues, je me refuse de téléphoner en 2 roues. Donc j'ai quand même 1 heure par jour où je ne peux pas téléphoner. Après, je suis en rendez-vous. On n'a pas de temps. Et en plus, choisir ses préférés, bah, tout d'un coup, tu vas au club bootstrap versus aller voir un pote, etc., etc. Et ça, ce luxe-là, tu l'achètes pas. Et tout le monde le dit, hein, j'enfonce une énorme porte ouverte. Donc avoir toujours plus, travailler toujours plus pour avoir toujours plus, au service de quoi? Sûrement pas du bonheur, je pense pas. Au service de plein d'autres choses que je ne critiquerai jamais, mais sûrement pas du bonheur, je pense pas. Ça change rien du tout. Oui, de toute façon, être heureux, c'est aimer ce qu'on a déjà. Hein. Enfin, c'est le truc le plus basique. Hein. Exactement, exactement. Est-ce que tu as quand même un regret, en tout cas, que tu pourrais nous partager? Tu vois, quel est ton plus grand regret? Professionnellement, personnellement, je sais pas, le mix des deux, tu vois. Waouh, là, tu me cueilles à froid. Un regret. Alors, pendant que je sais pas si mon cerveau va réussir à réfléchir, mais moi, je regarde pas beaucoup en arrière. Un petit peu d'eau pour tirer. Il fait 32 degrés, 33 degrés dans le studio. Là, on est dans le sauna. Écoute, déjà, je regarde pas beaucoup en arrière. Moi, je suis ni rancunier ni rien, donc je suis pas dans le rétro. Et si j'avais un regret, ouais, non, même pas. Je sais pas. J'en ai pas beaucoup. Non, franchement, moi, je kiffe mes 3 enfants, je kiffe ma femme. J'ai pas de gros marqueurs de regret. Ça me vient pas comme ça, voilà. Ça me vient pas. Peut-être, ouais, si quand même, peut-être passer plus de temps avec nos parents. Donc moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Mon à poil et sans filet, le perso, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. J'arrive dans un refuge de montagne, je suis en ski de rando. On est où là? On est en Italie, dans les Dolomites, magnifique. Je conseille à tous les skieurs, extraordinaire. Et j'arrive dans un refuge, il n'y a pas de 3G. Et moi, quand je suis en trip comme ça, j'aime pas me connecter impérativement, etc., etc. Et puis, je sais pas si c'est l'instinct, mais je vais quand même voir le gardien et il me dit: ah ouais, il y a un petit Wi-Fi, tu peux te connecter et tout. Je parle très bien italien, je plaisante, mais bon, je me démerde. Et là, je vois 400 appels de ma femme et en fait, son papa était décédé en 2 heures. Et j'étais au milieu de Dash et il fallait que je pouvais pas être à côté d'elle. Et là, j'étais vraiment à poil et sans filet. Et j'ai mis 48 heures pour rentrer à Paris. J'aurais pu, mais comme elle disait, finir, mais... non mais ça changeait rien. Et donc j'ai dû rester une nuit. Donc t'es avec tes potes, c'est quand même pas joyeux. J'ai quand même skié le lendemain pour rejoindre une autre ville. J'ai dû dormir dans cette ville, toujours pareil. Le soir, t'es avec des gars, tu fais semblant d'être de bonne humeur et il faut quand même être de bonne humeur. Et puis après, j'ai trouvé une bagnole, un avion, et je suis revenu à Paris et tout. Et ce moment où tu sais que tu ne peux pas rejoindre ta famille ou à un prix, c'est pas le problème du prix argent, hein, mais c'est une énergie folle pour finalement juste embrasser ta femme, parce que de toute façon, tu peux rien faire, hein, d'autre. Ça, c'est chaud. Et à ce moment-là, et à ces moments-là, je trouve que on passe pas assez de temps avec nos parents. Quand ils sont à peu près en fin de vie, on le sait, à peu près, quoi. Et il faut en avoir conscience, je trouve, parce que c'est un marqueur important
des parents. Voilà, faut pas avoir ce regret et c'est important. Voilà. Ouais, je me sens ému en plus, Ouais. bien sûr. C'est, c'est vrai, en fait, quand tu fais le calcul, tu vois, quand tu te dis quand tes parents dépassent l'âge même de 70 ans, s'ils vivent jusqu'à 80, Mm. et que tu les vois, parfois les gens ils les voient une fois par an, une fois par mois, tu vois. Ouais, Par ouais. mois. Ou Ça fait s'appelle 12, pas. allez, Ou... 10 fois par an, tu vois. 10 fois par an, ça fait 10 Ouais. fois 10, tu vois, 100 fois. Ah, moi, je l'ai vu. 100 fois. Alors, mon beau-père, En fait. autant on le voyait souvent parce qu'il habitait à côté de chez nous, mais mon père, à la fin, ouais, on se voyait 4 fois par an. On s'entendait hyper bien, mais ils sont à Belle-Île-en-Mer, moi je suis à Paris, c'est compliqué. Mais on s'appelait pas. On s'appelait, mais. Et je trouve, voilà, alors, si c'était pour répondre à ta question, c'est pas un regret, mais c'est une attention qu'il faut avoir, je trouve. Et vu qu'on n'a jamais le temps, tu préfères aller boire une bière avec un copain ou appeler ton vieux papa et Et en fait, elle l'appelait, c'est 3 minutes. T'as pardonné à tes parents? Parce que je trouve qu'on a toujours, tu vois, enfin en tout cas. Ah ouais, alors moi j'ai des parents extraordinaires. Ouais. Ils ont été cool, ils étaient pas trop là parce qu'ils bossaient beaucoup, donc ils m'ont pas trop saoulé. Ils ont été courageux au moment où j'avais mon échec scolaire parce qu'ils ont bien tenu, parce qu'il fallait quand même le tenir, le titi là. Et ils m'ont transmis, je pense, toutes les valeurs et surtout la confiance, parce que ils me l'ont dit, et en tout cas mon père me l'a dit quand j'avais 15 ans, il m'a dit, quand je vais te donner des conseils maintenant, tu vas toujours me dire non, mais tu vas voir que j'ai toujours raison. Et il avait toujours raison sur la prévention. Hein. Et de toutes les façons, j'ai confiance en toi, tu vas te démerder dans la vie. Tu seras peut-être garagiste, mais tu vas te démerder. Et c'est ce genre de petites phrases qui construisent, en fait, je pense, un homme. Vraiment, vraiment. Et ce mot, je te fais confiance, alors que j'étais en échec scolaire, je pense, depuis très très longtemps. Ouais, je pense que c'est aussi 15-20 ans d'éducation. Mais ça, c'est les grandes valeurs, je trouve. Mais c'est des petites phrases comme ça. Et avec mes grands-enfants, ils commencent à dire, ouais, mais un jour, papa, tu m'as dit ça. Tu t'en rappelles jamais, en fait. C'est beau. En fait, tu vois, ça fait penser à une phrase de Mark Manson qui dit que l'auteur de L'art subtil d'en avoir rien à foutre, qui est un bouquin que tu devrais lire si tu l'as pas lu. Non, j'ai pas lu. Incroyable. Il est traduit dans toutes les langues, c'est un best-seller New York Times. Et c'est vraiment un gars qui est très piquant, tu vois, qui est dans le développement personnel, un peu à l'inverse tu vois, des post-it de choses à faire, à cocher dans ta journée ou à cocher dans ta vie. C'est vraiment une appréhension de la vie et un retour au basique avec un œil très piquant que je trouve vraiment très drôle. Et le titre, tu vois, est emblématique. Et lui, il dit un secret sous-estimé du bonheur, c'est de pardonner ses parents. Ouais. C'est quand même, il y a tellement de gens qui en veulent à ses parents. Ils ont fait le max. Hein, consciemment, inconsciemment, tu vois. Ouais, mais ils ont fait le max, les parents, de toute façon. Ils ont fait le max. Et même quand ils n'ont pas fait le max, même quand ils ont fait des trucs, pardonner à ses parents, c'est d'abord se pardonner soi. C'est arrêter de se poster comme une victime. C'est profiter de ce que tu trouves bien. Et accepter ce que tu trouves moins bien. Et voilà. Non, mais moi, je suis pas trop passé par ces phases-là. Et puis, je trouve qu'ils ont fait le max. Enfin, tu vois, ils ont fait le max pour... je pense qu'ils ont fait le max pour nous aimer, pour nous éduquer, pour nous transmettre ces valeurs, pour... toi, moi, ils sont embêtés pour que je reste dans le système scolaire. Donc, toi, parce que si j'étais parti dans mon cursus scolaire en 5e, ma vie aurait été différente. Hein. Ça, c'est sûr. J'aurais peut-être gagné plus de thunes ou je sais pas quoi. Peut-être que j'aurais eu 100 garages. Mais ma vie, elle aurait été différente. Hein. Déjà, j'aurais pas rencontré ma femme. Mes copains seraient pas... Enfin, tout aurait été différent. Ça, je suis parfaitement conscient. Et si en 3e, j'avais été pareil, en terminale, pareil, etc., etc., etc. Donc, ce côté colonne vertébrale où ils n'ont pas lâché, tout en, finalement, en réussissant à me donner de la confiance, pardon. C'est un marqueur fort. Il faut pas grand-chose, en fait. Et puis, c'est tout. De l'amour et de la confiance. C'est tout ce dont les enfants ont besoin. Ouais, c'est un peu mon guide aussi. Et aussi, j'aimerais bien, pour terminer, parler d'une peur qui est assez répandue. Répandue, je pense, parmi tout le monde, mais qui est encore répandue chez les dirigeants, qui est la peur du conflit. On avait discuté, toi et moi, la dernière soirée. Ouais. Comment tu l'as vu, ce truc-là? Est-ce que tu l'as identifié vite? Ouais, moi je déteste le conflit. Nous, on a de façon empirique, moi, avant de lire sur la libération des entreprises, l'entreprise libérée,
Tu sais que tu connais bien le sujet avec John, avec Emery, etc. Nous, on l'a expérimenté de façon empirique. Moi, je le faisais depuis quasiment le premier jour, en fait, mais voilà, de façon un peu innée. Et moi, je déteste le conflit parce que pour moi, le conflit, déjà, c'est pas le smile. Le conflit, c'est chiant quand tu appelles les avocats, tu te fights avec quelqu'un en RH, c'est compliqué. Et pour l'éviter, bah, parfois, je suis pas très courageux. Donc il y a des gens chez moi, ils restent trop longtemps parce que j'ai pas envie d'aller au conflit, donc je suis pas courageux. Je le sais très bien. Mais je m'en suis, je touche du bois, je suis un peu superstitieux. Je me suis toujours bien sorti. Moi, j'ai pas un seul dossier prud'homal en 35 ans. J'ai toujours trouvé un deal. Moi, j'ai pas d'ennemis. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me détestent. Il y en a qui m'aiment pas, mais détester, je pense pas. J'espère pas en tout cas. La plupart des gens qui sont partis de l'agence, quelles que soient les circonstances, il y en a évidemment 98% qui sont partis naturellement. On se voit toujours avec plaisir, malgré nos différences de statut, d'âge, de CSP, de tout ce que tu veux. Ne pas aimer le conflit, c'est pas ne pas être face à tes responsabilités. De toutes les façons, il va falloir résoudre. Encore une fois, dans mes fonctions, c'est de gérer les grosses merdes. Donc, de toute façon, je vais le résoudre, le truc. Mais tu as deux façons de le faire. Et pour éviter le conflit, moi, je suis un mec très honnête et je veux être droit dans mes bottes. Donc, à partir du moment où on n'est pas droit dans nos bottes, moi ou l'entreprise, parce qu'on a merdé sur un gars, on l'a mal managé, ou ça nous est arrivé plein de fois, évidemment. Évidemment, on n'est pas parfait. Et qu'on n'est pas droit dans nos bottes et qu'on nous dit, bah ouais, le gars, il faudrait qu'il parte parce que quand même, il fait pas le taf. Là, moi, je suis, donc là, je suis plus dans le conflit, je suis vraiment pas dans ma zone de confort parce qu'on n'est pas droit dans nos bottes. À partir du moment où on revient droit dans nos bottes, on a dit les choses, c'est prouvé, c'est factuel, la théorie du feedback, hein, c'est factuel, et on est droit dans nos bottes, et la personne en face, le client, le fournisseur, le salarié, on peut le mettre ton pote, ta meilleure copine, etc. Mais non, mais je te l'ai dit, quoi, il n'y a pas de sujet. Je suis pas en train de te pipoter. Je pense que tu peux tout dire. Et tu peux éviter le conflit. En tout cas, tu peux éviter une partie du conflit. En fait, je trouve que le problème dans le conflit, en tout cas dans le management, c'est que parfois, de la peur du conflit, c'est la protection limitante. Ouais, bien sûr. C'est le fait qui est un peu lié à cette espèce de valeur de bienveillance qui a été complètement galvaudée. La bienveillance, j'en ai parlé beaucoup avec Emery d'ailleurs. Ouais. Mais la bienveillance, qui a dit que la bienveillance, n'était pas de se dire les choses? Bien sûr. C'est l'inverse en fait. Bienveillance sans concession. Voilà, c'est sans concession. C'est de se sans dire, concession. là ça a merdé, là t'es pas dans mes attentes, là, et d'expliquer, tu vois, d'être là et d'être direct, etc. Mais les personnes retiennent le mot bienveillance, pas sans concession. Et en fait, les gens confondent effectivement la bienveillance et la peur du conflit. Oui, bien sûr. Et tu peux avoir peur du conflit. Moi, j'ai peur du conflit. Et je pense qu'il y a peu de gens, à part quelques psychopathes, en réalité, qui n'ont pas... Non, mais c'est vrai, qui n'ont pas peur du conflit. Non, mais il y en a que ça dérange moins que d'autres. Il y en a que ça dérange moins que d'autres. J'en connais un que je ne vais pas citer, puisque sinon tu vas m'engueuler, qui commence par un J. Mais il y en a qui ont peur du conflit. Mais tout le monde a peur du conflit, globalement. Mais en fait, c'est comme tu viens de dire, il faut prendre tes responsabilités. Tu peux en faire une arme. Moi, le conflit ne m'intéresse pas. Donc, quand il y a un conflit, c'est une grosse zone de stress pour moi. Même si j'essaye de cultiver le bonheur et le sourire, je suis quand même stressé, je fais quand même la gueule, je suis comme tout le monde. Hein. On n'est pas des bisounours. Hein. Je trouve que c'est un concept plus intéressant de ne pas aller vers le conflit. Et je trouve qu'on peut provoquer très peu de conflits dans une entreprise et dans les relations humaines si elles sont transparentes, si elles sont... sincères, si elles sont libres. Quand on va revenir sur tout ce qu'on a dit l'heure dernière, il faut juste respecter ce qu'on est, en fait, tout simplement. Parle-moi d'un conflit, un vrai conflit que tu as eu, quand même. C'est avec le frère de l'associé de Bernard Arnault. L'histoire est triste, mais quand il est décédé, moi, j'étais devenu gérant de sa boîte pour lui rendre service. Et j'étais quasiment pas payé. C'était un mec que j'avais beaucoup apprécié. Son frère m'avait demandé de l'aider et je l'avais fait. Et quand il est décédé, un autre frère s'est pointé, richissime aussi, banquier d'affaires à Paris. Quand je te dis richissime, Mathieu, c'est des gens qui t'appellent les centaines de millions pour son petit frère et l'autre qui était en milliards. Mais vraiment. Hein. Et tout ça pour dire que
Ils ont voulu me retirer la gérance sans me payer, etc., etc. Et là, je suis allé, les bureaux étaient à Nemours, j'ai pris ma moto, je suis parti à Nemours chercher les classeurs, parce qu'à l'époque, c'était des classeurs, la comptabilité, pour pas qu'ils puissent m'enlever. Et je suis devenu fou. Et donc, j'ai attaqué tout le monde, j'ai saisi les comptes bancaires de tout le monde, Attaqué, 3 tu veux dire fois. prud'homme? Non, pénalement, parce que j'étais gérant en plus. Ah, ok. Donc ils ont voulu me virer, donc j'ai saisi les comptes de la société, les comptes de la veuve, j'ai fait des choses qui étaient vraiment pas cool. Pour leur dire, non mais j'ai rendu service, et là vous voulez me la mettre à l'envers pour une histoire absolument horrible d'héritage. Et moi j'avais eu les mots de ce monsieur sur son lit de mort qui m'avait demandé de faire des trucs, et évidemment il ne voulait pas que je le fasse, les héritiers, etc. Donc je suis devenu fou. Et ça s'est terminé comment? Ah bah, tu sais, quand tu saisis la carte bancaire de la personne physique et morale, ça se délie très très vite. Hein. Tu as un avocat qui t'appelle, il te dit combien. C'est tout. J'ai dit, moi je veux pas, je veux juste vous me payer mon dû. Je suis pas là pour prendre plus, mais vous me le mettez pas à l'envers. Donc, ils m'ont payé mon dû, ils me devaient 60 000 euros, ils m'ont payé mes 60 000 euros et je suis parti. Fin de l'histoire. Mais ouais, là j'étais tout rouge là. Mais là, c'était pas la peur du conflit. Là, c'était l'injustice. Donc, ça touchait à une valeur toujours pareil. On parlait de la liberté et tout. Là, je pouvais pas ne rien faire. Et j'étais dans mon bon droit parce que sinon, j'aurais jamais pu saisir les comptes bancaires, etc., etc. Quoi, les bloquer. C'était pas les saisir, c'était les bloquer. Et non, j'aurais jamais pu le faire si j'avais été pas dans mon bon droit, évidemment. Mais ouais, là, et là, dans ces cas-là, quand tu as des bons conseils, la justice, ça peut aller très très vite. Hein. 15 jours, c'est torché. Hein. C'est clair. Et c'est ce qu'on dit dans les théories de la confiance. Tu sais, ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, tu sais, où soit tu balances ton pote et si tu balances ton pote et qu'il te balance pas, toi tu es sauvé, lui va en tôle. Si lui te balance l'inverse, toi tu vas en tôle, lui il est sauvé. Et si vous balancez tous les deux, vous poussez un peu moins de tôle. Et si vous dites rien tous les deux, c'est bon, vous êtes sauvés. Mais il y a un cas sur 4 où en fait tu vas pas être baisé, quoi. Et en fait, quand tu analyses ces théories-là, ils te disent tous que les gagnants dans la vie, c'est toujours ceux qui sont gentils. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire quoi gentil? Ça veut dire ceux qui n'attaquent jamais en premier. Et par contre, le moment où ils se font attaquer injustement, ils répliquent direct. Tu vois. Ouais. T'es un gentil dans la vie, mais jamais tu te laisses marcher sur les pompes en fait. Ouais. Ah bah non. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi simple que voilà, à appliquer et c'est bien. Quoi. Exactement. Ce sera le mot de la fin? Ou tu Merci veux rajouter Mathieu. un autre mot de la fin? J'étais ravi de cette conversation. C'était un très bon C'était moment. cool. Ce sera, je pense que ça, tu vois, j'avais décidé du titre à l'avance, je me suis demandé, est-ce que ça va être possible de mettre ce titre, tu vois, de l'entrepreneur le plus cool du monde. Écoute, c'est gentil. Mais je pense qu'on il y en a d'autres, regarder il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plein de possibles. Peut-être que je trouverai un autre titre. Mais bon, non, d'entrepreneurs très cool. Je parlais pas du titre, j'ai dit il y a beaucoup d'entrepreneurs très cool. Ah oui, bien sûr. J'en connais beaucoup en tout cas. Ouais, mais vraiment très cool. Ouais, mais t'es vraiment haut dans le classement, je trouve. Ouais, c'est gentil, merci, moi j'aime bien. Un plaisir. À bientôt, Thierry. Merci à tous.